Tout commence avec la grande bataille finale entre les 5 héros de l'humanité et le redoutable empereur démon. Au milieu de l'affrontement, une quantité massive d'énergie est libérée, détruisant tout autour d'eux. Et avec une dernière explosion, la grande bataille atteint enfin son apogée et sa fin. Le monstre a été vaincu, mais pour y parvenir, les 5 héros de l'humanité ont dû payer un très lourd tribut. Une fois la poussière retombée, nous voyons le chevalier impeccable et la forteresse de fer soutenant l'archère céleste. Ailleurs, notre protagoniste tente de soigner la sage de la lumière sacrée, qui a été gravement blessée. Mais un de ses camarades l'avertit que le coup final de l'ennemi l'a blessée, et qu'elle ne peut être guérie. Il crie à tout le monde de se taire et continue d'essayer de la sauver, sans succès. Son ami lui demande alors d'arrêter, lui disant de ne plus essayer de la sauver car elle a déjà accepté son destin. Avec un sourire aux lèvres, elle dit qu'elle est déjà satisfaite de cette fin alors que son corps se met à briller. Même dans la victoire, ils se souviennent de leur promesse de tous rentrer ensemble. Mais maintenant, c'était la fin. À ce moment-là, notre protagoniste entend une voix familière et se demande si c'est celle de l'empereur démon. La voix confirme alors que c'est bien la sienne, et que ce sont ses derniers mots pour leur magnifique bataille. Soudain, le sang du roi des ténèbres enveloppe ses amis, et ils réalisent qu'ils ont été trompés par le monstre. Le corps du protagoniste commence à se transformer, et il réalise que la véritable capacité de l'ennemi était l'assimilation. L'empereur démon révèle alors qu'il préfère appeler sa capacité unique l'évolution. Pendant ce temps, l'assimilation continue, et le corps de notre protagoniste commence à être consumé par les ténèbres. La voix explique que ceux qui l'ont vaincu sont dignes de devenir son nouveau réceptacle pour son grand chef-d'œuvre. Il se concentre sur notre héros, disant qu'il est le plus puissant réceptacle humain de tous. Voyant son camarade se faire posséder, l'un des guerriers crie son nom, essayant de se libérer. Il dit alors qu'il préférerait tomber de la main de son ami plutôt que de devenir un outil pour l'ennemi. L'esprit du protagoniste est déchiré alors qu'une voix le supplie d'abandonner cette idée et de ne pas tuer son allié. Mais le chevalier blond lui crie de se dépêcher, car il ne peut plus résister à l'assimilation. La voix intérieure continue de le supplier de ne pas laisser se produire la tragédie d'un frère en abattant un autre. Le blond demande pourquoi son épée tremble, et si son ami ne peut se résoudre à le frapper. Avec un air sombre, le protagoniste semble se préparer à faire ce qui doit être fait. La voix du monstre dit que toute résistance est futile, et que son côté droit a déjà été complètement assimilé. Avec cela, le chevalier comprend que ce n'était pas de la faiblesse, et un petit sourire apparaît sur son visage. Et d'un mouvement rapide, la lame de l'épée fend l'air, se dirigeant vers sa cible. À la surprise de tous, l'épée transperce la poitrine de l'ami du protagoniste. Avec un sourire, le blond dit que seul quelqu'un d'aussi impitoyable et mortel que lui est digne de cette capacité. Le protagoniste l'appelle frère, et sa capacité s'éveille, faisant apparaître une marque sur son visage. Immédiatement après, il retire l'épée du corps de son ami, alors que l'assimilation se retire de son bras. L'archère, observant de loin, crie le nom de son chef avec désespoir. Elle et le chevalier lui disent de ne pas laisser ce sacrifice être vain et de faire tout ce qui est nécessaire. Avec un regard plein de détermination et de haine, notre protagoniste semble avoir pris sa décision finale. Il prend alors la vie de ses deux autres compagnons, et le chiffre 2 apparaît sur son visage. Avec cela, une troisième marque apparaît, indiquant qu'il a absorbé le pouvoir de tous ses alliés. Hurlant de douleur et de rage, le protagoniste libère une énorme quantité d'énergie dorée. La voix de l'ennemi dit que 3 vies échangées contre du pouvoir n'ont suffi qu'à libérer sa main. Mais notre héros répond que pour résoudre le problème final, une seule main est plus que suffisante. Il lève alors son épée vers son propre cou, surprenant la conscience du monstre. À cela, l'entité hurle furieusement qu'il arrête cette folie immédiatement. Sa main démoniaque saisit la lame, et la voix l'avertit de ne plus tester sa patience. Et avec un peu de force, l'épée se brise en plusieurs morceaux sous les yeux de notre jeune homme. Avec la destruction de l'épée sacrée Sula, le monstre croit avoir remporté la bataille une bonne fois pour toutes. L'entité se vante alors, disant qu'aucune attaque dans ce monde ne peut nuire à sa carapace invincible. Mais soudain, le bruit de quelque chose qui se brise résonne dans le lieu, laissant la créature confuse. Notre héros demande alors si le démon pensait vraiment qu'il ne pouvait pas se détruire. Et avec un cri, il frappe sa propre poitrine, transperçant son corps de sa main libre. Surpris par l'action du jeune homme, le monstre crie son nom alors qu'une explosion massive se produit. Une fois la poussière retombée, nous voyons une scène de destruction avec une traînée d'énergie sombre dans le ciel. La conscience de l'ennemi admet l'avoir sous-estimé, et le protagoniste se demande si c'est sa fin. À genoux et blessé, le guerrier se lamente de n'avoir pu sauver personne, et que tous les démons n'ont pas été anéantis. Avec un regard triste et défait, notre jeune homme semble accepter son destin solitaire. À ce moment-là, une mystérieuse figure géante apparaît et dit que ce qui s'est passé est dommage. Sur ce, la scène change, et nous voyons que 5 ans se sont écoulés depuis la grande bataille finale. Dans une forêt sombre, quelqu'un commente que cela fait 5 ans que leur chef les a quittés. Une autre voix le traite d'idiot et lui demande s'il ne sait pas ce qu'ils font ce soir. Un monstre dit que tout ce qu'il sait, c'est qu'il devait amener 4 filles humaines et un démon à cet endroit.
Il explique que le mémorial de cette année assurera que la nouvelle génération n'oubliera jamais le sacrifice de leur créateur. Sur ce, le monstre annonce le début du rituel et dit qu'il commencera par les 4 offrandes humaines. D'un mouvement rapide, il attaque les filles. Voyant cela, les autres démons s'avancent pour se régaler de ce qui reste des offrandes. Il se tourne alors et dit que maintenant, il versera du sang de démons pour honorer leur ancien empereur. Puis nous voyons que l'offrande finale est notre protagoniste, qui est suspendu et gravement blessé. Lentement, il ouvre les yeux et se demande, confus, où il est et comment il a atterri à cet endroit. Il ne comprend pas comment il est en vie, car il se souvenait d'avoir péri dans la bataille. Mais le monstre insecte lui donne un coup de pied et hurle à cette ordure de ne pas bouger, le laissant stupéfait. Il continue, disant que le prisonnier est le démon le plus faible et ne mérite même pas de nom. Choqué, notre jeune homme se demande s'il est devenu un démon et remarque que ses yeux sont maintenant verts. L'insecte dit alors qu'être un sacrifice ici est le plus grand honneur qu'il puisse jamais avoir dans sa vie. Cela dit, le bourreau lève sa lame, se préparant à porter le coup final à notre héros. D'un mouvement rapide, l'arme du monstre descend à grande vitesse vers le jeune homme. Mais à la surprise de la créature verte, sa lame ne touche pas la cible, et quelque chose d'inattendu se produit. Le monstre insecte devient furieux contre le jeune homme et lui crie d'arrêter de se tortiller car il a tout gâché. Notre gars se libère alors des lianes qui le retenaient, tombant au sol et échappant à l'attaque. La créature verte est choquée par la scène et se demande si le prisonnier l'a fait exprès. Avec un regard intimidant, le protagoniste demande si le démon métis ne le reconnaît pas. En voyant ses yeux, l'insecte se met à transpirer à grosses gouttes et balbutie, incapable de dire un seul mot. Un souvenir fulgure dans son esprit, et il crie le nom du protagoniste en pleine panique. Puis il se souvient d'une vieille bataille en mer, où il servait dans l'armée des démons. À l'époque, il n'était qu'une recrue et fut envoyé ramer avec les autres monstres sur le navire. Un de ses supérieurs lui a dit de s'y mettre à fond, car les 4 seigneurs observaient tout. En l'an mars 2012, le clan Lin a utilisé le pouvoir des dieux de la mer et a lancé une attaque surprise. L'assaut a été si rapide qu'un seul humain est arrivé à temps pour arrêter l'énorme flotte. Seul sur un petit radeau, cet homme se préparait à affronter une armée entière de démons. C'était le protagoniste, Glon, le tueur de démons de la cité de Bellu, l'un des plus puissants héros de l'humanité. Pendant ce temps, de l'autre côté, le roi démon se préparait à donner l'ordre d'attaquer à ses troupes. Mais la seule chose dont l'insecte se souvient de ce jour-là, c'est que tous ses alliés ont péri. La créature se souvient que tous ses camarades ont été éliminés lors de cette terrible confrontation en mer. Il se rappelle qu'à l'exception du seigneur Chou, tous les autres démons ont trouvé la mort ce jour-là. Au milieu de la destruction, plusieurs rois démons ont été anéantis, et un seul d'entre eux a survécu. Même couvert de sang, le regard du héros montrait une détermination comme s'il rassemblait son aura. Au milieu de la pluie et des éclairs, le guerrier se tenait ferme et imposant devant ses ennemis. De retour au présent, le visage du monstre insecte montre une terreur pure alors qu'il fait face à notre jeune homme. Il explique alors qu'avec le bon angle, il est facile de détruire le point faible des démons crustacés. Notre gars réalise qu'il a été ressuscité, mais sa capacité a été réinitialisée au niveau 1. Voyant cela, les autres démons crient de le prendre en charge tous en même temps pour attaquer. En quelques mouvements, il anéantit 9 démons, et un chiffre romain apparaît sur son corps. Il dit que les sbires étaient faibles, et qu'il n'est devenu qu'un peu plus fort avec sa capacité. Un autre monstre observant de loin est terrifié par la force démontrée par le jeune homme. Voyant qu'elle n'a aucune chance, la créature bizarre essaie de fuir cet endroit aussi vite que possible. Mais le protagoniste utilise la lame de l'insecte et cloue le mille-pattes au sol, l'empêchant de s'échapper. Alors que la créature hurle de douleur, notre jeune homme s'approche et attrape l'une de ses pattes avec sa main. Après le combat, il se rend auprès des corps des filles et les couvre d'un tissu pour leur donner un peu de dignité. Même dans un nouveau corps et avec une nouvelle vie, sa détermination en tant que héros de l'humanité n'a pas changé. Il essaie alors d'utiliser un sort de guérison pour tester ses pouvoirs, et une lumière verte apparaît dans sa main. Mais soudain, 3 serpents jaillissent de son bras, et il se demande pourquoi sa main est devenue comme ça. Sa main se transforme en une griffe reptilienne, et il crie de déni, incapable de croire ce qu'il voit. Il regarde le corps d'un des démons au sol, et la dure réalité commence à peser sur son esprit. Désespéré, le jeune homme tombe à genoux alors que des pics commencent à pousser dans son dos. Il comprend enfin qu'il n'a pas été ressuscité, mais réincarné dans le corps d'un démon. La main sur le visage, il ne peut accepter d'être devenu partie de cette race honteuse qu'il déteste tant. Il se souvient à quel point il méprisait cette race inférieure, et maintenant il est l'un des leurs. Avec un cri de rage, il dit que la seule valeur des démons est d'être éliminé par lui. Après son explosion de colère, il se calme un peu, mais l'expression sur son visage reste sombre. Le goût dans sa bouche est amer, et il crache par terre, dégoûté par lui-même et sa nouvelle forme. Le mille-pattes le menace, disant qu'il le tourmentera et le fera crier de douleur comme un humain. Il ignore les menaces et dit qu'il ne sait pas pourquoi il a fini comme ça, mais il en comprend les conséquences. Le monstre se demande pourquoi le lâche d'avant est si différent mais décide de lui faire encore plus peur. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, notre héros charge et anéantit le mille-pattes d'un seul coup.
Avec la lame de l'insecte en main, il achève sans pitié le dernier monstre de cet endroit. Même en tant que démon, il décide qu'il continuera son ancienne mission de tous les anéantir. Avec un sourire terrifiant, il dit qu'il n'a rien à redire car maintenant il peut les chasser de l'intérieur. Il se souvient avoir entendu que 5 ans se sont écoulés depuis sa mort aux côtés de l'empereur démon. Maintenant, il décide qu'il vaut mieux trouver un endroit où rester, puis enquêter plus en profondeur sur ce qui s'est passé. En grimpant, il aperçoit le crâne d'un troll géant et reconnaît l'endroit où il se trouve. Il réalise que les démons y ont construit une forteresse, et trouve cela très pratique pour eux. La forteresse a été construite sur le squelette du troll de la montagne ronde, un de ses anciens ennemis. Continuant son chemin, il trouve la grotte où il a séjourné autrefois et confirme que ses souvenirs sont corrects. L'endroit semble sûr et exempt de démons, alors il décide de l'utiliser comme cachette temporaire. Pour se réchauffer et se reposer un peu, notre jeune héros décide d'allumer un petit feu de camp. Assis près du feu, il réfléchit à tout ce qui s'est passé et à quel point sa vie a radicalement changé. Même avec un nouveau corps, ses yeux portent toujours la même détermination qu'avant la fin de sa vie précédente. Près du feu, il commence à sculpter une petite poupée en bois pour passer le temps. À ce moment, un souvenir de ses anciens amis lui vient à l'esprit, et il se remémore les bons moments. Il se souvient d'un jour où l'un de ses amis a dû improviser et lui a donné une jupe de feuilles. Ses compagnons n'ont pas pu se retenir et ont éclaté de rire devant son nouveau look. Notre héros n'était évidemment pas du tout content de la blague et n'était clairement pas amusé. De retour au présent, une forte vague de nostalgie le frappe et un regard mélancolique envahit son visage. Il termine alors de sculpter la petite statue en bois de l'un de ses anciens compagnons. Soigneusement, il place la figurine à côté des autres qu'il avait faites auparavant. Au total, il a fabriqué 5 petites statues, une pour chacun de ses amis disparus. En regardant les figurines, il se souvient de cette époque et à quel point les choses étaient différentes. Un autre souvenir refait surface, et il se lamente en pensant qu'il aurait pu mieux faire. Avec une expression sérieuse, il prend alors l'une des petites statues en bois et la mange. Immédiatement après, il jette le reste des poupées dans le feu pour qu'elles brûlent et se transforment en cendres. Les souvenirs de ses amis s'estompent alors que le feu consume lentement le bois. Puisqu'il est maintenant un démon, il décide de l'utiliser à son avantage et de les détruire de l'intérieur. Soudain, un mal de tête aigu le frappe, et il commence à recevoir les souvenirs du corps du démon. Il voit que l'ancien propriétaire était un faible démon au sang de serpent qui se faisait toujours tabasser par les autres. Dans les souvenirs, le démon travaillait comme serviteur sur la montagne ronde, et notre héros se demande s'il était fermier. Un autre souvenir montre un professeur démon donnant une leçon sur les affaires du monde à d'autres monstres. Un des élèves se plaint du cours, et nous voyons que l'ancien propriétaire du corps était utilisé comme tabouret pour un démon. Il se souvient que les démons étaient des outils de guerre créés par l'empereur sanguinaire, mais en seulement 5 ans, ils ont développé une civilisation et se sont installés sur ces terres. Avec toutes ces nouvelles informations, notre héros quitte enfin la grotte pour explorer le monde extérieur. Regardant l'horizon, il regrette de ne pas avoir été assez fort pour tout résoudre dans le passé. Alors il jure que dans cette vie, il deviendra plus fort que jamais pour anéantir tous les démons. En utilisant les souvenirs des démons, il trouve une carte qui indique l'emplacement du terrain des entraînements 2. C'était le terrain des entraînements numéro 2 de la montagne ronde, un endroit rempli de recrues démoniaques. Un instructeur rouge crie sur les recrues, disant qu'il ne veut pas répéter la leçon sur le continent sans âme. En observant la scène, notre jeune homme comprend enfin la situation actuelle et ce qui s'est passé ces dernières années. Après la mort de l'empereur, les démons menés par Shu ont continué la guerre contre les humains. L'instructeur annonce que le sujet du cours est les marques de talent et nettoie la carte avec une recrue. Il explique que les marques sont des capacités innées et que chaque démon naît avec une, contrairement aux humains. Pour utiliser cette capacité, les humains comme les démons doivent consommer une puissance interne. La force de ce pouvoir est indiquée par des symboles allant d'une à 6 marques, la première étant la plus faible. Le démon rouge se vante d'être un guerrier à 2 marques et libère son aura jaune. Notre héros réalise qu'il n'a lui aussi qu'une seule marque maintenant et qu'il doit tester ses nouvelles capacités. L'instructeur continue, disant que la deuxième marque est une étape importante car elle éveille la technique ultime de l'utilisateur. Soudain, les autres démons font place à quelqu'un d'important pour traverser la foule. Un démon blond bouscule notre gars et lui dit avec arrogance de dégager du chemin. C'était la recrue de génie du camp, un puissant démon avec plusieurs casques de chevalier comme trophée. Il dit qu'il n'a pas besoin d'un tabouret et demande qui a laissé entrer ce serviteur inutile ici. L'instructeur dit au génie de se taire et annonce que l'entraînement pratique est sur le point de commencer. Il explique qu'en combat, la puissance et le type de la marque ne décident pas entièrement de la victoire. Tirant une bâche, il révèle une créature géante et dit que la tactique et l'adaptation sont aussi vitales. Avec un sourire excité, le démon blond dit qu'enfin, quelque chose d'amusant va se produire. L'instructeur révèle que la créature a été créée par l'ancien empereur et qu'il n'en reste plus que celle-ci. Il dit que c'est un démon hurlant très puissant et que le corps de la bête n'a qu'un seul point faible. Notre héros observe tout de loin et semble trouver toute la situation assez ennuyeuse. Il pense qu'il n'y a rien d'utile pour lui ici et décide qu'il est temps de quitter cet endroit.
Il regrette de ne pas pouvoir anéantir les démons pour monter de niveau, et décide de ne pas attirer l'attention. Soudain, l'œil de la créature géante brille d'un rouge intense, et elle se prépare à attaquer. La bête se libère alors facilement de ses chaînes, et charge furieusement les recrues. L'instructeur rouge essaie de retenir le monstre avec la chaîne et crie à la créature de ne pas bouger. Il se vante que même si la bête a 3 marques, son point faible est entre ses mains. Mais à la surprise du démon rouge, la créature laisse échapper un sourire terrifiant et moqueur. La bête dit alors que la nouvelle génération de démons est pathétique, laissant l'instructeur sous le choc. Elle révèle qu'elle a fait semblant pendant des semaines pour accomplir la mission de son maître, et maintenant elle va tous les anéantir. Le corps du monstre commence à se fissurer, et une énergie sombre est libérée de l'intérieur. En un clin d'œil, la créature se précipite et anéantit l'instructeur démon d'un seul coup. Toutes les autres recrues, y compris le génie blond, sont complètement terrifiées par la scène. Elle lance une attaque dévastatrice contre les recrues, anéantissant plusieurs démons d'un coup. Le génie blond est choqué par la force du monstre et décide de fuir pour ne pas avoir à utiliser son arme secrète. Alors qu'il essaie de s'échapper, il heurte notre protagoniste, qui lui bloque intentionnellement le passage. Allongé sur le sol, le démon arrogant crie furieusement, demandant pourquoi ce salaud se met sur son chemin. Avec un regard calme, notre jeune homme essuie juste un peu de sang sur son armure, ignorant l'agitation. Au milieu du chaos, la créature géante remarque qu'une des recrues est restée en arrière et le fixe intensément. Avec un sourire, la bête le nargue, lui demandant s'il peut s'échapper alors qu'elle élimine d'autres démons. Voyant qu'il n'a aucune issue, le blond se prépare à utiliser son arme secrète en dernier recours. Le monstre lance alors une attaque puissante et sombre directement sur notre héros. D'énormes griffes sombres avancent à grande vitesse, prêtes à écraser le jeune démon. Mais au lieu de fuir, le protagoniste fait face à l'attaque de front alors que ses yeux brillent intensément. La bête est surprise et se demande ce qui se passe et d'où vient cette étrange aura. Elle ne comprend pas pourquoi le faible ne la craint pas et se demande s'il connaît sa véritable faiblesse. Mais elle écarte l'idée, car ses 9 parents ont péri il y a des années, et une recrue ne les aurait jamais vus. D'un puissant coup de pied au sol, notre jeune homme se prépare à montrer au monstre ce qu'est le vrai pouvoir. La bête se convainc que c'est impossible, et que tout cela n'est qu'une comédie du jeune démon. Au milieu de la destruction, notre héros fait face au monstre avec une présence écrasante. D'un regard sombre, il prévient que si la créature fait un pas de plus, elle connaîtra sa fin. La créature décide de devenir sérieuse, se préparant à montrer son autorité. Sur ce, elle déchaîne une puissance primale et se jette en avant avec une attaque dévastatrice contre notre gars. Mais notre héros reste debout sans une égratignure, tandis que le démon blond est KO derrière lui. Le monstre fait un mouvement rapide. Fuyant à toute vitesse, le monstre pense que le combat est trop risqué et décide qu'il vaut mieux filer. Tout le monde est choqué de voir l'énorme démon s'enfuir, et le génie blond ne croit pas ses yeux. Alors, notre héros tend la main au démon à terre pour l'aider à se relever. Le démon blond le regarde avec une expression de confusion totale, ne comprenant pas ce qui se passe. Il pense que le protagoniste essaie de se rapprocher et dit qu'il est un génie à 2 sauts alors que l'autre n'est qu'un serviteur. D'un regard dédaigneux, le génie arrogant dit qu'il ne tombera pas dans le petit piège ridicule de notre héros. À ce moment-là, notre gars arrache simplement un morceau des vêtements du démon blond, le laissant stupéfait. Il utilise ensuite le morceau de tissu pour essuyer le sang de sa main avec un calme inquiétant. Le blondinet devient absolument furieux de son attitude et le traite de sale fermier. Bientôt, les autres recrues s'approchent et demandent comment il a réussi à effrayer le démon hurlant. L'un d'eux exige une réponse, et notre héros explique qu'il a lu que la créature ne peut pas voir les objets immobiles. Les démons gobent le mensonge, et l'un d'eux dit que le livre a été écrit par le tueur de démons, Garant. Avec un sourire malin, notre héros révèle qu'il mentait, et que les démons hurlants ont en fait une excellente vision. Le démon blond s'énerve et accuse le novice d'être arrogant juste parce qu'il a lu quelques livres. Un des sbires demande si leur chef va bien, et il fait semblant de rien, disant qu'il est juste fatigué. Alors, le génie ordonne à ses 5 partisans de suivre le protagoniste et de l'éliminer de la manière la plus humiliante possible. Les 5 démons acceptent la mission avec des sourires malveillants, prêts à traquer notre héros. Ils le suivent jusqu'à un endroit isolé, et disent qu'ils l'ont suivi assez longtemps et qu'il est temps de passer à l'action. Sur ce, les 5 malfrats sortent du brouillard, et l'un d'eux dit que personne n'interférera dans leur combat. Les monstres se dispersent dans le brouillard, encerclant notre protagoniste, afin qu'il n'ait aucune issue. Il commente que son venin est faible et qu'une morsure, au mieux, ne fera que piquer un peu. Alors, les démons décident de se séparer pour le trouver au milieu de toute cette fumée. Soudain, un des malfrats hurle de douleur, disant que le serpent du vaurien lui a mordu l'estomac. Son corps succombe alors au venin, et il explose en 1000 morceaux. La couleur verte se propage dans la zone et commence à affecter les autres monstres également. Sur ce, 2 démons crient de désespoir, disant qu'il y a du poison dans la fumée et que leurs yeux brûlent. La silhouette de notre jeune homme apparaît au milieu de la fumée empoisonnée alors que le démon crie, à l'agonie. Il dit qu'il va utiliser ces 5 sales bestioles pour tester les applications de son sceau de talent. Sa lignée de serpents anciennes lui donne une vision thermique, et il explique comment il peut maintenant voir dans le noir.
De plus, en concentrant le pouvoir dans ses bras, il peut créer des serpents pour attaquer ses ennemis. Les démons se demandent ce qui est arrivé à leurs amis, et notre protagoniste réfléchit à sa nouvelle flexibilité tactique. Soudain, le chef des démons pousse un hurlement puissant, se préparant au combat. À ce moment-là, notre héros sort enfin de la fumée. Le démon rouge le nargue, disant qu'il n'est rien sans le brouillard, tandis que son frère le menace. Sur ce, le monstre charge à grande vitesse, prêt à porter un coup dévastateur. Il prépare son bras-lame pour une attaque puissante qui fend l'air. Le démon continue son mouvement avec une expression furieuse, prêt à en finir avec notre gars une bonne fois pour toutes. En regardant la scène, l'autre monstre est impressionné par la puissance affichée par son frère. Mais notre protagoniste reste calme, analysant chaque mouvement de l'ennemi avec ses yeux. Le coup du monstre approche rapidement, semblant impossible à esquiver ou à parer. À la surprise de tous, le protagoniste esquive l'attaque et assène un coup brutal au démon. Le démon survivant est complètement paralysé de peur par ce qui vient de se passer. Voyant qu'il n'a aucune chance, la créature se rend et supplie pour sa vie, accusant le blondinet pour les ordres. Mais notre protagoniste ne semble pas du tout convaincu par son excuse boiteuse. Désespéré, le monstre propose de le conduire à la grotte secrète du blondinet, qui doit contenir de précieux trésors. Le protagoniste pense qu'il peut utiliser les trésors pour évoluer et décide que ça vaut la peine d'y jeter un œil. Alors, les deux marchent à travers une forêt, et le monstre annonce qu'ils y sont presque. Arrivé au bord d'une falaise, la créature montre une grotte cachée derrière la cascade. Mais avant que le monstre ne s'en rende compte, notre héros l'attrape par derrière, semant la panique chez la créature. Le protagoniste l'utilise comme bouclier humain et le jette directement dans un piège à flèches. Le chemin étant libre, notre jeune homme remercie la créature d'avoir désarmé le piège pour lui. La grotte est une fosse profonde remplie de flèches, avec un petit coffre attendant à la fin. Pendant ce temps, à la forteresse de la montagne, un démon se prépare à faire un rapport. Il informe son chef qu'un démon hurlant a été effrayé par un simple serviteur serpent. La chef du territoire, nommée Brizos, entend le rapport et trouve tout cela très intéressant. De retour dans la grotte, notre héros ramasse le coffre et se demande pourquoi c'est la seule boîte ici. À l'intérieur de la boîte, il trouve une petite bourse, mais une voix lui crie de lâcher l'objet. Soudain, le génie blond apparaît dans une attaque rapide et parvient à arracher la bourse des mains de notre jeune homme. Furieux, le démon arrogant lui crie dessus, lui demandant comment il ose toucher à ses précieuses affaires. Le démon furieux lance un coup de pied en direction de notre jeune homme. Notre héros esquive l'attaque du blondinet, qui tombe alors au sol, criant que sa jambe a été blessée dans l'attaque. Le génie blond est choqué et se demande pourquoi il est si différent d'avant. Il réalise qu'il ne peut pas se battre de front et doit battre en retraite pour que sa jambe puisse guérir. Il décide donc de se replier et s'envole à grande vitesse pour échapper au combat. On voit le blondinet fuir à toute vitesse. Debout sous la cascade, notre jeune homme note que c'était un autre démon de type aviaire. Seul dans la grotte, il semble pensif, réfléchissant à ce qui vient de s'y passer. À cet instant, un sombre souvenir d'autres démons aviaires refait soudainement surface dans son esprit. On voit les pieds de notre héros alors qu'il décide qu'il doit poursuivre le blondinet. Il court alors à grande vitesse à travers le tunnel en direction du démon blond. Avec un regard de rage, il se prépare à éliminer le démon. En criant, notre héros dit que les démons aviaires méritent plus que tout d'être anéantis. Il rattrape le démon blond en plein vol et l'attaque d'un coup de poing puissant. Sous l'impact, les deux commencent à chuter à grande vitesse vers le lac. Même en chute libre, notre jeune homme assène un coup de poing dévastateur en plein visage de l'ennemi. Le blondinet utilise alors ses griffes pour porter un coup brutal au protagoniste. Mais il finit par lui donner un coup de pied, l'envoyant voler dans les hauts. Notre héros atterrit ensuite doucement sur le lac, comme si de rien n'était. Le blondinet le nargue, disant qu'il n'a pas eu de chance de tomber dans le lac de bile. Soudain, quelque chose commence à bouger sous la surface de l'Éo, se rapprochant. Sur ce, plusieurs créatures étranges émergent du fond du lac et encerclent notre jeune homme. Les créatures l'attrapent de tous les côtés, mais il ne semble pas le moins du monde inquiet. Le blondinet explique que ces insectes le dévoreront jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Il révèle que le lac a été formé par la bile d'un clan de démons très puissants. Entraîné vers le fond, il mord l'une des créatures de toutes ses forces. Avec cela, il commence à absorber l'énergie de la créature pour augmenter sa propre puissance. Il se libère des créatures avec une explosion de puissance, laissant tout détruit autour de lui. Le blondinet est surpris par sa force mais retrouve rapidement son sang-froid. Il dit que même si le protagoniste est fort, il ne pourra jamais achever tous les insectes. Alors notre jeune homme lance une attaque avec sa main, et plusieurs serpents d'énergie surgissent vers le blondinet. Les serpents d'énergie jaillissent de Léo et attaquent le démon dans les airs à grande vitesse. Il esquive et tranche les serpents avec ses ailes, se moquant de la vitesse de l'attaque. Il continue de le narguer, disant qu'à cette vitesse, notre héros aurait de la chance de transporter du fumier. Le démon continue d'esquiver et de couper les serpents d'énergie qui apparaissent sans cesse, disant que les serpents de notre jeune homme sont trop lents et sont, au mieux, bons pour labourer la terre. Le blondinet prévient qu'il sera lentement usé jusqu'à ce qu'il n'en reste rien et le traite de sale fermier.
Soudain, tous les insectes du lac se rassemblent, formant une boule géante et bizarre. Les serpents d'énergie fusionnent avec la boule d'insectes, créant une créature étrange. La créature bizarre s'envole dans le ciel à grande vitesse, surprenant le démon blond. Avec un regard déterminé, notre héros prépare son attaque finale pour mettre fin au combat. La créature de serpents et d'insectes charge à grande vitesse vers le démon blond. La créature bizarre frappe le démon de plein fouet avec une attaque rapide. Choqué par la vitesse, il se demande comment l'attaque est devenue si rapide tout d'un coup. Sur ce, il ne reste plus que les restes des insectes anéantis dans le lac. Il dit que les insectes ne l'ont fait passer qu'au deuxième saut. Mais c'est suffisant pour s'occuper de l'oiseau. Sourire glaçant. Il menace le blondinet, disant qu'au prochain clin d'œil, il lui fendra le crâne. Le démon le traite de fou pour avoir dit de telles bêtises et attrape un arc pour se défendre. Alors, notre jeune homme avance à une vitesse incroyable, laissant l'ennemi complètement surpris. Le blondinet crie de ne pas le sous-estimer et charge sa flèche d'une puissante énergie violette. Il révèle que c'est la flèche magique du Seigneur Chou, et que le destin l'a gardée pour ce moment précis. Il tire la flèche, déchaînant une explosion d'énergie vers notre héros. Le blondinet semble confiant que son attaque finale atteindra sa cible. Mais à sa surprise, notre protagoniste arrête simplement la flèche à main nue. Des serpents d'énergie émergent de son corps, et le blondinet ne comprend pas ce qui se passe. Les serpents enveloppent alors notre jeune homme et la flèche magique dans une scène complètement bizarre. Ils forment un cocon autour de lui et retombent dans les eaux. Lentement, la main de notre jeune homme sort de les eaux, entourée d'une mystérieuse énergie violette. Le blondinet observe depuis la rive, confus, se demandant si sa flèche mortelle a réussi à l'achever. Soudain, un démon aux cheveux roses apparaît et accourt, inquiète, demandant si son frère va bien. Elle dit qu'elle a suivi la piste des plumes, et il la rassure, disant qu'il vient de s'occuper d'un voleur insignifiant. Il regarde alors la bourse dans sa main. Sur ce, le démon révèle que le trésor est pour soigner ses yeux, et qu'il le protégera de sa vie. Dans les eaux, le cocon de serpent absorbe la flèche, et le blondinet se souvient que l'arme n'avait pas ce pouvoir. Notre jeune homme est confus et ne comprend pas pourquoi son corps se transforme de cette manière. Son œil brille alors qu'un des serpents s'approche de lui, comme s'il était connecté. Puis, une lumière blanche très vive envahit tout, et une silhouette apparaît au milieu de la lueur. Son œil se transforme, acquérant un symbole de l'infini et un pouvoir complètement nouveau. Le symbole se révèle être un serpent en forme de 8, indiquant une évolution complète. Avec une nouvelle apparence aux cheveux blancs, il comprend enfin ce qui est arrivé à son corps. L'énergie de la flèche violette est complètement absorbée par sa nouvelle forme. Il réalise que son éveil a été déclenché par la flèche, et se qualifie de serpent avide. Avec la lignée ancienne, il éveille un pouvoir d'annihilation impressionnant. Ce pouvoir s'appelle la mue du serpent, et montre tout son potentiel destructeur. Une explosion d'énergie violette et blanche consume le corps de notre jeune homme dans une transformation épique. Sur la rive, les deux démons pensent qu'il a coulé et que le combat est enfin terminé. Le blondinet essuie le sang de son visage et dit qu'ils peuvent maintenant se détendre. Mais soudain, le ciel s'assombrit et la foudre commence à tomber, changeant toute l'atmosphère. Une forte pluie commence à tomber, et les deux frères et sœurs regardent le ciel, complètement confus. Des éclairs violets sombres zèbrent le ciel, créant une scène terrifiante. Le blondinet reconnaît cela comme le tonnerre noir et est complètement abasourdi. Les eaux du lac commencent à bouillonner et à briller d'une intense lumière violette. Une énorme explosion d'énergie jaillit du fond du lac, illuminant tout aux alentours. L'onde de choc de l'explosion renverse presque les deux démons alors qu'ils se protègent. Le blondinet dit que quelque chose a jailli de l'éclair, et sa sœur demande ce que c'est et où c'est. Elle pointe vers le milieu du lac avec une expression de peur sur son visage. Au milieu du lac, une statue émerge avec notre héros au sommet, sous une nouvelle forme et avec un nouveau pouvoir. Le démon blond ne croit pas ses yeux et est en état de choc total. Notre héros apparaît en mode berserk, maintenant avec des cheveux blancs et une aura imposante. Les deux frères et sœurs observent sa nouvelle forme avec peur et se préparent au pire. Notre jeune homme révèle sa nouvelle forme appelée tonnerre féroce. Il admet son erreur de s'être laissé tromper auparavant. Mais maintenant, tout sera différent. Le blondinet n'accepte pas la défaite et charge furieusement en avant, lui criant de ne pas prendre la grosse tête. Il vole à grande vitesse vers notre héros, mais le protagoniste lance une attaque violette. L'attaque frappe le démon de plein fouet, le faisant tomber vers le lac. Il crie de fureur d'avoir été à nouveau trompé par notre jeune homme. L'attaque détruit l'aile du blondinet, le laissant vulnérable et incapable de voler. Le protagoniste dit que le niveau de puissance du blondinet n'est pas suffisant pour tester ses nouvelles capacités. Avec une dernière attaque d'énergie, il projette violemment le démon dans les eaux. Sa sœur regarde tout, désespérée, et crie le nom de son frère, paniquée. Elle court vers le lac sous la pluie, essayant de retrouver son frère disparu. Le blondinet sombre dans les eaux, se disant que s'il avait été plus fort, les choses auraient été différentes. Il sait qu'après sa mort, le protagoniste n'épargnera certainement pas sa sœur. Avec un rugissement de fureur, il déchaîne une explosion d'énergie pour se sauver. Notre jeune homme observe la scène avec un sourire narquois, sans avoir l'air surpris. Le blondinet révèle sa nouvelle forme,
appelée la tenue de plume de colombe, avec une aura jaune. Sa sœur est émue de voir qu'il a enfin éveillé son autorité. Les larmes aux yeux, elle dit qu'elle ne le laissera plus se battre seul. Elle utilise alors son œil démoniaque dominant pour invoquer une bête géante et ténébreuse. Les deux frères et sœurs crient ensemble, préparant une attaque combinée. Ils lancent une attaque appelée la flèche du ciel tombant vers notre héros. Mais notre jeune homme se prépare à riposter avec toute sa puissance nouvellement éveillée. Il concentre son énergie violette et lance un rayon dévastateur contre leur attaque. Les deux attaques se heurtent, créant une explosion d'énergie jaune et violette. Notre héros charge au milieu de l'explosion, prêt à mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. Il assène un coup de poing puissant au blondinet, qui n'a aucune chance de se défendre. L'impact du coup est si fort que le blondinet est projeté au loin. La bête invoquée tente de dévorer notre héros, mais il ne se laisse pas faire. Il se retourne en plein vol et lance une attaque d'énergie violette sur la créature. D'une morsure de vipère, il détruit la bête d'un seul coup. Après l'explosion, notre jeune homme atterrit sur les hauts. Le blondinet y voit sa chance de l'attaquer pendant qu'il est distrait. Avec une attaque surprise, il utilise les corps des insectes comme couverture et avance. Mais notre héros se défend de l'attaque avec une barrière d'énergie violette. La sœur du blondinet utilise son regard de renforcement pour intensifier son attaque. La bête qu'elle a invoquée se prépare aussi à attaquer de toutes ses forces. Elle déchaîne une tempête de nuages tissés, une attaque puissante et dévastatrice. Le blondinet pense que le protagoniste ne peut pas bloquer l'attaque et avance avec confiance. Mais notre jeune homme déchaîne une explosion d'énergie et dit de ne pas le sous-estimer. Il utilise la tempête abyssale, une attaque qui prive l'ennemi de ses sens. Sur ce, le blondinet tombe dans les hauts, vaincu, et sa sœur court pour l'aider. Il lui tend la pochette et lui dit de fuir, mais elle refuse de l'abandonner. Il lui tend désespérément la pochette Dieu, la suppliant de s'enfuir. Notre jeune homme s'approche, et le blondinet le supplie de lui rendre le sac avec les yeux. Dans le sac, plusieurs yeux humains sont révélés, et le blondinet continue de supplier. Notre héros explique que sa sœur doit manger des yeux humains frais pour ne pas devenir aveugle. Les deux frères et sœurs s'étreignent et implorent pitié, disant qu'ils ne veulent plus des yeux. Le MC se détourne et dit qu'il va poser une question alors que la pluie s'arrête. Il demande si les gens à qui on a arraché les yeux ont aussi imploré pitié. Les deux frères et sœurs restent sans voix face à sa question et ne savent pas quoi dire. D'un regard froid, il exige une réponse par oui ou par non, sans tourner autour du pot. Il se regarde tristement, et la sœur dit qu'elle a oublié. Elle baisse les yeux avec une expression vide, comme si elle ne se souciait pas des victimes. Notre héros songe que les démons n'ont pas du tout changé, même avec leur nouvelle civilisation. Assis sur la rive, il pense qu'ils sont simplement passés de faire du mal pour le plaisir à faire du mal pour le profit. Il mord dans une pomme et conclut qu'il traite la vie comme quelque chose sans valeur. Avec sa nouvelle forme, il dit que son plus grand gain a été la forme du tonnerre féroce. Il explique que cette forme consomme une tonne d'énergie, donc il ne peut pas l'utiliser quand il le veut. Un démon appelle son chef pour voir les corps et dit que leur mort n'a rien à voir avec la météo. Il révèle que les têtes des frères et sœurs ont été arrachées par un coup de foudre, une méthode rapide et violente. La chef Bonne Cruchet arrive et dit qu'il semble qu'un invité indésirable a envahi son territoire. Pendant ce temps, quelqu'un se cache dans la forêt, observant la scène de loin. La chef prévient qu'elle enquêtera personnellement sur toute fin mystérieuse de nouveaux talents. Avec une houe sur l'épaule, notre jeune homme marche dans la forêt comme s'il était un simple fermier. Bonne Cruchet le voit et s'approche de lui d'un air méfiant. Elle lui demande qui il est et ce qu'il fait là, et il répond qu'il cherche des baies sauvages. La chef se souvient alors de lui comme de l'esclave de la ferme qui a fait fuir le démon hurlant. Elle le bouscule, disant qu'elle a des choses plus importantes à faire pour le moment. Le démon lui marche dessus et le menace, lui disant de trouver de bonnes baies pour sa tarte. Il tombe au sol sous son pied, l'air complètement impuissant et soumis. Elle se penche vers lui avec un sourire séducteur et le menace. D'un air sérieux, notre héros pense à sa brève rencontre avec la commandante et ses laquais. Il réalise que cette rapide confrontation a suffi pour tester la puissance de son sceau. Il se considère donc maintenant comme un démon de type vitesse, ce qui lui donne un avantage contre les types puissance. Il se lamente de ne pas pouvoir retirer le 4e sceau, Daemonus, Semonus, car sa capacité aurait énormément progressé. Mais le problème n'est pas seulement l'avantage de type, c'est l'énorme écart de puissance brute entre eux. Malgré tout, le MC ne peut réprimer l'envie intense de la traquer et de finir le travail. Avec une lueur dans l'œil, il décide que la chasse au pouvoir et à la vengeance commence maintenant. Pendant ce temps, la commandante démon lit un livre, enquêtant sur la récente série de décès. Elle analyse les informations et découvre que les marques sur les corps n'ont pas été faites par l'électricité. Alors qu'elle poursuit ses recherches, elle cherche une capacité appelée montagne de cadavres. Cependant, elle écarte une autre possibilité et semble être dans une impasse avec ce mystère. Du haut d'une falaise, notre héros décide qu'il doit devenir plus fort pour une attaque surprise. Juste à ce moment, un petit démon repère deux monstres en train de conclure un marché louche avec une charrette. Les contrebandiers se cachent, et l'un d'eux dit de ne pas s'inquiéter car l'endroit est sûr. Le petit scarabée se dirige alors vers un lac et semble se faire dévorer par une grenouille. Mais en réalité, le scarabée était contrôlé par notre héros, qui l'utilisait comme appât.
Il touche la grenouille et pense qu'il a trouvé un raccourci secret pour monter de niveau facilement. Avec cette nouvelle information, il arrive à une grotte avec une immense porte et un garde à l'entrée. Un monstre violet l'arrête et lui demande de voir son laissez-passer pour le marché noir. Notre protagoniste entre dans le lieu et voit que c'est un marché noir grouillant de toutes sortes de démons différents. Il se déplace rapidement à travers le marché, semblant chercher quelque chose de spécifique. Il entend d'autres démons se plaindre qu'ils ne peuvent plus acheter comme avant. Un vendeur essaie de lui vendre un matériau rare qui peut rendre ses armes 10 fois plus fortes. Mais notre héros répond qu'il n'a jamais entendu parler d'un forgeron qui pourrait réellement forger ce matériau. Un autre vendeur fait la publicité de cœurs fermentés, et un client se plaint que c'est de la contrebande. Un démon grogne à propos de la commandante qui a interdit la vente d'aide il y a 2 ans. En entendant cela, le protagoniste trouve ce comportement suspect et soupçonne qu'un complot est en cours. Plus loin, un démon rouge annonce qu'il a des travailleurs à vendre, et la foule s'emballe. Le vendeur essaie de calmer tout le monde, en disant qu'il vendra tout le lot à un prix cassé. À ce moment, notre héros s'avance et dit qu'il veut acheter tous les prisonniers. Le vendeur s'énerve et demande si notre gars a de l'argent, car il a l'air d'un vrai clochard. Calmement, le MC offre la flèche du tonnerre féroce en paiement, laissant le vendeur abasourdi. Le démon dit alors à ses sbires d'emmener les prisonniers pour qu'ils puissent avoir une discussion privée. Juste à ce moment, l'un des enfants aux yeux bandés trébuche et tombe par terre. En tombant, le petit garçon laisse tomber une petite pochette qu'il serrait fort. Désespéré, le garçon essaie de récupérer la pochette, criant qu'on l'attende. Un monstre lézard se plaint qu'il voulait garder le joufflu pour s'amuser un peu avec lui tout seul. Le vendeur lui demande s'il est pressé de vendre l'objet parce qu'il a peur de cette commandante démon blonde. Avec un sourire malin, le vendeur semble très satisfait de la négociation. La porte se ferme alors, et les deux se retrouvent seuls dans la pièce, pour finaliser l'affaire. Une énergie violette foncée explose de l'intérieur de la pièce, et le démon crie d'agonie. Plusieurs serpents d'énergie attaquent le vendeur, qui n'a aucune chance de se défendre. La porte reste fermée, mais un liquide sombre commence à s'infiltrer par-dessous. Lentement, la porte s'ouvre, et une lumière vive illumine tout le couloir sombre. Notre héros sort alors de la pièce avec un collier lumineux et un regard déterminé. La porte claque alors derrière lui, révélant le désordre qu'il a laissé. À l'intérieur, nous voyons que notre jeune homme n'a épargné personne et a éliminé jusqu'au dernier démon. Pendant ce temps, dehors, les sbires emmènent les prisonniers dans un lieu sûr. Le lézard dit alors aux enfants de se taire. Mais notre héros apparaît de nulle part et frappe le monstre par derrière d'un coup fatal. Sur ce, il dit qu'il est maintenant assez fort pour au moins maîtriser un poulet. La petite fille blonde est complètement horrifiée par la scène de violence gratuite. Le corps du démon lézard tombe au sol juste à côté d'elle, éclaboussant, des trucs partout. La jeune fille terrifiée le traite de démon parmi les démons. Il pense à sa compétence passive, qui a heureusement une faible chance de s'activer. Le combat terminé, notre jeune homme se tient devant les 2 enfants sauvés. Il rend alors la petite pochette en tissu que le petit garçon avait laissé tomber plus tôt. Le garçon le remercie et reprend la pochette avec un sourire de soulagement et de bonheur. Alors qu'il guide les enfants hors de là, la fille propose de porter la corde pour lui. Il jette la corde de côté et dit qu'il n'aime pas voir les gens attachés, et qu'ils sont libres. Utilisant ses pouvoirs, il guérit les yeux des hommes, et ils sont incroyablement reconnaissants de pouvoir enfin revoir. Il commence alors à soigner le petit garçon mais dit aux adultes de la fermer car il n'arrêtait pas de jacasser et de le remercier. Perplexe, la fille demande pourquoi il les a sauvés puisqu'il est aussi un démon, et il répond « parce que Jen avait envie ». La petite fille reste complètement sans voix et abasourdie par la réponse directe et simple de son mystérieux sauveur. Mais, son œil brillant, il dit à la petite de se taire car il est occupé à finir de soigner le garçon. Notre jeune homme fixe alors les humains sauvés, se demandant comment il devrait leur dire adieu une bonne fois pour toutes. Sur ce, un silence gênant remplit l'endroit, et la petite fille blonde ne sait plus quoi faire. Jusqu'à ce que soudain, une ampoule s'allume au-dessus de sa tête, et elle semble avoir une excellente idée pour briser la glace. Alors la fille se tourne vers tout le monde et dit qu'elle va raconter une blague pour détendre un peu l'atmosphère. Elle commence à raconter l'histoire d'une taverne qui offrait une belle réduction sur le 3e verre pour célébrer un festival. Le sourire aux lèvres, elle continue en disant qu'un homme a demandé au barman un verre du 2e verre. À ce moment-là, les hommes sauvés la regardent d'un air vide, ne comprenant pas du tout la chute de sa blague. La petite fille prend alors un air innocent, réalisant que sa tentative d'humour n'a pas vraiment fonctionné. Mais soudain, le son d'un rire étouffé résonne dans la grotte, surprenant tout le monde. Un des hommes pointe notre héros du doigt, et la petite fille est folle de joie que quelqu'un ait compris sa blague. Cependant, sorti de nulle part, un serpent d'énergie sombre émerge des pieds de notre protagoniste et se jette en avant. La créature s'enroule alors autour de la petite fille, qui crie de terreur, ne comprenant pas ce qui se passe. Le serpent frappe les autres personnes, qui crient également de douleur et de panique à cause de l'attaque. Un des hommes tombe au sol sous le choc et crie après son sauveur, incapable de croire qu'il a été trahi de la sorte. Assis sur un rocher, notre jeune homme les regarde de haut et dit qu'ils ont été très naïfs de lui faire confiance.
L'homme dit que la race démoniaque cache toujours un cœur venimeux et qu'on ne devrait jamais leur faire confiance. Avec un sourire narquois, notre héros dit que c'est ce qui arrive quand on lui fait confiance et qu'il devrait se souvenir de cette leçon. Après cela, tous les humains sauvés tombent au sol, apparemment sans vie après l'attaque du poison. Il s'approche alors de la petite fille et lui demande pourquoi elle résiste au poison qui l'a déchaînée. Mais en pleurant, la fille dit qu'il ne voulait pas les achever, et qu'il voulait seulement les assommer. Notre jeune homme reste silencieux un instant, une expression sérieuse sur son visage. La fille dit qu'il voulait juste leur apprendre à ne pas faire confiance aux démons, et il lui demande ce qui la rend si sûre. Elle crie alors que c'est parce qu'il est un bon démon, et c'est pourquoi elle lui fait entièrement confiance. À ce moment, le petit garçon se réveille et demande à son ami ce qu'elle veut faire maintenant. Les yeux brillants, elle dit qu'elle veut le suivre, mais le MC répond qu'il n'a pas besoin de poids mort. Elle se présente alors comme Sula, une forgeronne, et promet qu'elle ne le gênera pas du tout. Notre héros reconnaît le nom et lui demande si elle est par hasard la petite fille d'un homme nommé Alexius. Surprise, Sula confirme et demande comment il connaît son grand-père, laissant le MC perdu dans ses pensées. Il explique qu'ils sont de vieilles connaissances, qu'il l'a même tenue dans ses bras quand elle n'était qu'un bébé. Sur ce, un souvenir d'une vieille forge lui revient à l'esprit, révélant un peu plus de son passé. Dans les souvenirs, on voit Alexius, le grand-père de Sula, dire qu'il ne forge pas d'épée pour ceux qui blessent les leurs ou les innocents. D'un regard sérieux et méfiant, il fixe intensément notre héros de cette époque. Le forgeron dit que le MC empeste le sang et que son sceau de talent peut encore le sentir, même après toutes ces années. Il dit alors à notre jeune homme de partir, mais le MC révèle que Sœur Dia l'a envoyé le trouver. Il dit alors qu'il veut l'épée d'acier que le forgeron est en train de forger, et le vieil homme lui demande s'il est avec cette sœur. Notre héros confirme alors d'un bref signe de tête. Alexius reste silencieux un instant, une expression sérieuse sur le visage alors qu'il évalue la situation. Il accepte alors de forger l'épée, disant qu'il remboursera une faveur qu'il lui devait avec cette arme. Le vieil Alexius montre une petite statue qu'il a reçue de la sœur, et dit qu'il prévoit de l'utiliser comme garde pour la lame. Notre jeune homme demande quand il peut récupérer l'épée, et Alexius lui dit d'être patient car cela prendra quelques jours. Il mentionne ensuite qu'il doit appeler un érudit pour bénir la naissance de son petit enfant, qui est en route. La scène change, et on voit notre jeune homme agenouillé au milieu d'un paysage froid, désolé et couvert de neige. En arrière-plan, on voit une maison complètement détruite et une épée plantée dans le sol. Alexius apparaît alors tenant un bébé, et notre héros s'approche pour demander où est son épée. Le forgeron montre l'arme plantée dans la neige et dit au guerrier d'aller la chercher lui-même. Alexius révèle que le nom sur l'épée est Sula, le même que le nom de sa petite fille. Puis, d'un air sérieux, notre jeune homme demande des nouvelles des parents du petit enfant. Alexius lui dit qu'il était parti quand une horde de démons a envahi et attaqué leur village. Il explique que les créatures ont tout anéanti, et tous ceux qui l'ont vu, sans pitié. Il demande ensuite si Sœur Dia et la bien-aimée de notre héros ont également péri de leurs mains. Avec une expression de douleur, le MC confirme que, oui, ils sont tous partis à cause de la race démoniaque. Le forgeron tend le bébé au guerrier et se lamente qu'elle n'a même jamais eu la chance de recevoir sa bénédiction. Notre jeune homme regarde alors la petite Sula dans ses bras avec un regard déterminé. Il décide de lui donner sa propre bénédiction et souhaite que son nom l'accompagne dans son voyage. Alexius demande s'il doit changer la garde de l'épée alors que des démons s'approchent d'eux. Il suggère que, dans l'état actuel de notre héros, il n'a peut-être plus besoin de pitié. Le protagoniste remet en question le sens de la pitié alors qu'il fait face à l'armée ennemie. Il réfléchit alors que guérir les blessés n'est qu'un remède auto-illusionniste pour la secte de la pitié. Il se prépare au combat, faisant face à la horde de démons avec sa nouvelle épée en main. Jurant qu'il agira avant que les méchants ne puissent même lever leur lame contre les innocents. Avec sa nouvelle épée, il charge contre la horde de démons, promettant de tous les éliminer sans pitié. Notre héros déchaîne des frappes puissantes et précises, et chaque mouvement de sa lame laisse une traînée de destruction. En un clin d'œil, il anéantit plusieurs monstres à la fois, démontrant sa vitesse et sa force impressionnantes. Il ne montre aucune hésitation dans ses yeux. Sa seule mission est de continuer à se battre jusqu'à ce que plus personne ne soit debout. Le visage couvert de sang, il jure d'empiler les corps de ses ennemis jusqu'à ce qu'ils forment de véritables montagnes. Pour lui, la vraie pitié est de tous les anéantir pour que les innocents n'aient plus jamais à souffrir. Mais de retour au présent, la jeune Sula dit que son grand-père lui racontait des histoires sur lui, mais elle demande pourquoi il ressemble à un démon maintenant. Notre héros esquive la question, disant que c'est une longue histoire et qu'il prend juste très bien soin de lui, puis il lui retourne les questions. Sula croise les bras et déclare qu'elle ne retournera voir son grand-père qu'après avoir forgé la lame ultime d'annihilation de démons. Voyant sa détermination, son reflet brille dans son œil alors qu'il la regarde attentivement. Alors, il l'encourage à continuer ses efforts, et elle est super excitée, demandant s'il croit vraiment en elle. D'un air songeur, le protagoniste dit qu'avoir une passion est une bonne chose, et qu'il en est même un peu jaloux. Ensuite, il écrit une note pour les humains, se présentant comme le chevalier vampire et leur laissant des instructions. Sur ce, il laisse les humains évanouis sur l'herbe, afin qu'ils puissent reprendre leur chemin en toute sécurité à leur réveil.
À son réveil, l'un des hommes trouve la note et crie avec enthousiasme qu'ils ont été sauvés par le légendaire chevalier vampire. Suivant les instructions, les humains sauvent Shabby et commencent leur long voyage vers la liberté. Le petit garçon semble encore incrédule, demandant si tout ce qui vient de se passer était bien réel. Pendant ce temps, notre héros retourne à la grotte et dit qu'il s'est occupé de quelques démons. Sula montre alors fièrement la forge simple qu'elle a construite elle-même, disant que c'était un jeu d'enfant à assembler. Mais elle se lamente que le meilleur matériau se trouve dans une mine occupée, donc elle n'a aucun moyen de mettre ses vrais talents à profit. Notre protagoniste lui tend un matériau rare et doré, la laissant complètement abasourdie. Il dit qu'il a pris le matériau plus tôt, et Sula le loue avec enthousiasme, le traitant de maître voleur. Notre héros lui demande alors si elle sait forger cet acier, et Sula se vante, disant qu'elle est l'une des 3 seules personnes au monde à pouvoir le faire. Son expression s'assombrit quand il apprend que le 3e forgeron est l'actuel roi démon de la guerre, Agricola. Elle explique que ce roi est le plus fort de l'histoire, et qu'il n'existe que 6 armes fabriquées avec ce matériau dans le monde entier. Perdu dans ses pensées, il réalise qu'il doit devenir plus fort aussi vite que possible pour faire face à cette nouvelle menace. Sula lui demande alors où il va, et notre héros répond qu'il va continuer sa chasse pour devenir plus fort. Ailleurs, un démon rapporte à sa chef qu'il n'y a eu aucun survivant au marché noir, ce qui la met en rage. La chef se détend dans une source chaude et ordonne de pendre les corps sur la place en guise d'avertissement pour tout le monde. Le laquais demande comment ils sont censés trouver le coupable, mais la chef lui dit simplement de la fermer et de se remettre au travail immédiatement. Elle le menace alors, disant que si le petit déjeuner des esclaves de la ferme est médiocre le lendemain, ils ne vivront pas pour en voir un autre. Elle s'enfonce dans les hauts, pensant qu'elle a vraiment envie de sucre de haute qualité. Pendant ce temps, des démons parlent de la situation, et l'un d'eux pense que ce doit être des bandits d'autres territoires. Notre garçon surprend la conversation, et l'un d'eux mentionne que la chef remarquerait un démon de haut niveau à moins qu'il ne soit déguisé. Réalisant que les monstres sont en état d'alerte, sa main brille d'une énergie verte alors qu'il prépare son prochain coup. Près d'un groupe de monstres, il en conclut que se faire passer pour un faible est un bien meilleur moyen de monter en niveau. 2 démons trouvent le corps d'un autre des leurs, commentant que cela arrive souvent ces derniers temps. Notre garçon les entend et se dit que ce n'est pas lui qui a éliminé ce type, donc quelque chose d'étrange se passe définitivement. En traversant le village, il se demande s'il y a un autre prédateur qui chasse les démons dans cette zone à part lui. Avec son instinct affûté, il s'arrête brusquement, sentant qu'il n'est pas seul. Son œil brille intensément alors qu'il concentre son attention pour détecter la présence mystérieuse. Il scrute ensuite le village abandonné, essayant de localiser d'où vient cette étrange sensation. C'est alors qu'il jette un œil dans une ruelle et remarque une silhouette suspecte se déplaçant dans l'obscurité. Il trouve étrange que quelqu'un suive un simple esclave, et ce n'est certainement pas pour apprendre à cultiver le blé. Sur ce, le personnage mystérieux sort de l'ombre, et notre héros se prépare. En un clin d'œil, la silhouette encapuchonnée se jette en avant, assénant un puissant coup de poing à notre garçon. Dès que notre garçon esquive, il riposte d'un coup de poing à l'ennemi. Mais la défense de l'ennemi est si solide que notre héros se brise la main à l'impact. Il est époustouflé par la puissance défensive de l'ennemi. L'ennemi semble totalement impassible face au coup de poing de notre garçon. Alors que l'ennemi le dévisage, notre garçon brise rapidement le support en bois tenant une bassine d'eau sur le toit d'une maison voisine. L'ennemi voit que Léo est sur le point de leur tomber dessus. Saisissant l'occasion, notre héros se précipite vers l'ennemi pour attaquer. L'ennemi est surpris qu'il puisse encore attaquer après avoir encaissé ce coup. L'ennemi dit qu'il l'a surestimé et bloque l'attaque de notre garçon. Le protagoniste libère alors une énergie violette de sa main, se préparant à une attaque. Soudain, cette énergie jaillit et fonce vers l'ennemi surpris. La force de l'attaque est si puissante qu'elle pulvérise le sol où se tenait l'ennemi. L'explosion d'énergie violette se propage à travers le village, détruisant tout sur son passage. Il se demande si l'ennemi a résisté au coup, augmentant la densité de la puissance dans son corps. Les deux s'affrontent alors au milieu de la destruction, entourés d'auras de différentes couleurs. La cape de l'ennemi commence à se dissoudre, comme si elle était faite d'eau. Le manteau fond alors complètement, tombant au sol et se brisant. Sur ce, il ne reste plus que les restes en lambeaux de la cape sur le sol du village. L'ennemi se révèle et dit qu'elle ne le poursuivra pas, car elle sait qu'elle ne peut pas l'attraper. La méchante le trouve dangereux et se demande si elle devrait l'achever ou, si elle le capture, en faire son petit toutou. Au loin, notre garçon se dit que pour l'instant, il ne peut que l'égratigner, et qu'il lui faudra un nouveau moyen de la vaincre pour de bon. Un rideau de fumée apparaît. Une vision de Sula en danger traverse son esprit, l'inquiétant. Dès que sa vision s'éclaircit, il crie le nom de Sula. Pourquoi n'a-t-elle pas construit de cheminée? Sula réalise que la chaleur devient trop forte et court désespérément vers la forge pour régler le problème. Avec une expression en sueur et concentrée, elle tient le métal chaud avec une pince, y mettant toute son énergie. Au milieu de la fumée, elle continue son travail à la forge tandis que notre héros la regarde attentivement. Notre garçon demande si l'épée est pour lui. Sula répond oui, lui montre la lame finie, et dit qu'elle l'a faite à sa taille, puisqu'il est encore un peu faible. De retour au présent,
Sula est super motivée en forgeant la nouvelle épée pour notre héros, et elle dit que c'est son chef-d'œuvre. Sula dit à notre jeune homme que Jilong serait fier du résultat de l'épée. La nouvelle lame à motif de vague est enfin révélée, brillant d'une intense lumière dorée. Il tient alors la nouvelle arme et loue le travail de la jeune fille, disant qu'elle a fait un travail génial avec la forge. Il demande ensuite pour la garde, la poignée et le pommeau, mais la jeune femme dit qu'elle n'a pas encore les bons matériaux pour ça. Notre héros enroule alors un tissu autour de la lame et répond que pour l'instant, c'est plus que suffisant. Regardant l'arme nouvellement fabriquée, il demande si la petite Sula lui a déjà donné un nom. Elle dit que puisque la grande épée s'appelait Sula, celle-ci devrait s'appeler Petite Sula, et il est d'accord. Juste après, nous voyons à quoi ressemblera l'arme une fois terminée, avec une aura verte sinistre l'entourant. Il dit que, comme on pouvait s'y attendre d'une épée d'acier tourmentée, son corps a à peine hâte de l'absorber comme une offrande. Mais il contrôle ses instincts et dit que ce n'est pas encore le moment, car il doit attendre que l'épée soit complète avant qu'elle ne puisse évoluer. Sur ce, Sula lève son marteau pleine de détermination et dit qu'elle va travailler très dur pour finir l'arme. Elle demande s'il peut utiliser sa technique d'épée, mais il répond que l'endroit n'est pas assez haut pour ça. Le lendemain matin, Sula dort et bave, complètement épuisée après une longue journée de travail. Jusqu'à ce qu'une délicieuse odeur remplisse l'air et la réveille, alors qu'elle marmonne que l'arôme est incroyable. La bouche grande ouverte, Sula contemple une énorme tarte aux fruits sur la table. Elle lui demande comment il sait faire ça, et il explique qu'il a appris à l'Académie royale. On le voit ensuite placer un fruit de plus sur le dessus, pour décorer le dessert. Notre héros emporte la tarte ailleurs, et deux gardes disent qu'ils vont chercher du vin pour leur chef. Il entre ensuite dans une salle où la commandante du territoire l'attend, avachie sur un canapé. Leurs regards se croisent, et il a l'air très sérieux tandis que la démone sourit malicieusement. Alors qu'il s'approche avec le plateau, la commandante dit que c'est un long plat et demande à voir la marchandise. Elle le félicite ensuite d'être malin et de se servir à elle sur un plateau d'argent. La démone répète qu'il est très intelligent alors qu'elle se penche pour manger la tarte. À ce moment, elle se retourne et crie aux gardes en bas d'apporter le vin immédiatement. Dans ce moment de distraction, notre héros attaque en utilisant sa forme de tonnerre féroce. La commandante est sous le choc, avec une coupure au visage, et reconnaît l'épée d'acier tourmentée. Il la menace, disant qu'elle n'aura pas autant de chance avec son prochain coup. Pour se défendre, la chef invoque un grand bouclier doré appelé l'égide de l'aube. Notre jeune homme pense que, comme il l'imaginait, elle a un saut de talent défensif et veut le tester davantage. La commandante dit qu'une surprise de ce calibre n'est pas à son goût et se prépare au combat. Notre héros se moque alors, disant qu'il n'a peut-être pas mis assez de miel dans la tarte pour elle. Sur ce, il charge avec une attaque d'énergie violette qui se heurte violemment au bouclier doré. L'impact de la collision génère une énorme explosion qui détruit tout autour d'eux. Les deux sont engagés dans une lutte de pouvoir, leurs armes et leurs auras s'affrontant. La commandante sourit alors avec confiance en se préparant à contre-attaquer. Utilisant la pointe de son bouclier, elle lance un coup appelé la frappe du crépuscule. L'attaque de la démone fusée frappe notre héros en plein visage. Le coup laisse une petite blessure sur son visage alors qu'il est repoussé. Il contre-attaque alors avec une telle force que l'impact crée une onde de choc. L'impact projette la démone à travers la salle, tandis qu'elle tient bon avec son bouclier protecteur. Elle pense que notre héros attaque imprudemment et que sa puissance s'épuisera bientôt. Notre héros réalise que son épée est plus faible que son bouclier et pense à un nouveau plan d'attaque, une rafale d'énergie violette. Il lance un filet de foudre depuis le sol sous le regard de la chef. La commandante se moque de son attaque, la qualifiant de ruse de bas étage, et saute par-dessus le filet de foudre. Il reconnaît la technique qu'elle utilise pour se protéger, une compétence développée par son ancien ami, Faye. Mais avec cette prise de conscience, il devient furieux qu'elle ait volé la technique de son ami et ose se comparer à lui. La chef démone ne comprend pas sa colère et lui demande pourquoi cela l'énerve autant. Elle se jette alors une nouvelle fois en avant avec la pointe de son bouclier, préparant un coup perçant. Le coup frappe notre jeune homme de plein fouet, lui perçant la poitrine et le blessant gravement. Même blessé, il parvient à reculer alors que son arme se transforme en une lance géante. La commandante se moque, disant qu'il est ridicule qu'il se laisse distraire en plein milieu de sa tentative de l'abattre. Soudain, des serpents d'énergie verte apparaissent et s'enroulent autour de la lance du démon, la surprenant. Elle ne comprend pas ce qui se passe et se demande si ce n'est qu'une autre de ses ruses de bas étage. À ce moment, l'épée d'acier nouvellement forgée apparaît, brillant intensément de puissance. La chef est choquée et dit qu'il a eu beaucoup de culot d'amener ça dans leur combat. Avec un regard fou dans les yeux, le protagoniste dit que l'échauffement est enfin terminé. Il se met alors en position avec son épée et déclare que la vraie bataille peut commencer maintenant. On nous raconte une ancienne légende sur la façon dont un héros a affronté un serpent géant pour protéger les trois lunes. La légende dit que même sans sa lance, le héros s'est battu à main nue et s'est sacrifié pour gagner. De retour au combat, la commandante déchaîne son aura dorée, se préparant à une attaque puissante. Mais elle réalise trop tard qu'elle a commis une erreur fatale en changeant d'arme. Notre héros profite de l'ouverture qu'elle a créée en passant de la lance au bouclier et se jette en avant. D'un mouvement rapide, il la transperce avec son épée d'un coup net. D'un regard froid,
il semble avoir pris le dessus dans le combat. Cependant, la démone sourit et attrape la lame dans son corps en disant « Je t'ai enfin eu ». Sur ce, son bras se transforme en un gantelet géant appelé la main armée de Phébus. Avec sa nouvelle arme, elle prépare un coup de poing dévastateur avec une immense énergie dorée. Il tente de bloquer le coup, mais la force du gantelet est écrasante et le repousse. L'impact du coup de poing est si fort qu'il crée une onde de choc qui fait voler en éclats le sol autour d'eux. Notre héros pense qu'il doit esquiver à tout prix et trouver une occasion de se soigner. Mais au lieu de fuir, il se prépare à saisir le gantelet géant. Il attrape son coup de poing, et la chef est surprise qu'il tente une clé articulaire. Notre jeune homme dit alors qu'il est un combattant expérimenté et que ça ne le dérange pas de se battre au sol avec elle. Avec une série de prises, il l'amène au sol et l'immobilise complètement. Elle l'a immobilisé et dit que ses blessures internes doivent le faire souffrir et qu'il est vraiment coriace. Avec un sourire, la commandante dit que ce serait dommage de l'achever comme ça. La démone presse alors son pied contre le visage de notre héros de toutes ses forces. Elle l'invite alors à travailler pour elle, mais il se contente de la foudroyer du regard avec une haine pure. Il se libère rapidement avec son épée, et la chef prend cela pour sa réponse. Sur ce, la commandante l'attaque avec un coup de poing dévastateur de son gantelet qui l'atteint de plein fouet. Le coup puissant du gantelet géant avance avec une force écrasante contre notre héros. L'impact de la collision crée une explosion massive qui pulvérise complètement le sol du château. L'attaque est si puissante qu'elle perce le toit de la tour et continue de s'élever dans le ciel. L'énergie du coup frappe le crâne géant à l'extérieur et le brise en 1000 morceaux. Le combat laisse un trou béant dans la tour qui va de haut en bas, montrant la destruction. Elle dit que sans l'épée, le coup de poing l'aurait réduit en miettes. Mais avec des blessures aussi graves, la démone refuse de croire qu'il est encore en vie. Cependant, au milieu des décombres, notre jeune homme utilise un art de guérison pour récupérer. Il atterrit ensuite sur un rocher flottant et se prépare pour son prochain coup. Dans le ciel, une sphère d'énergie violette se forme au-dessus du crâne géant de la montagne. Son épée brillante, il se prépare à utiliser sa technique la plus puissante. La commandante reconnaît le mouvement et se demande si c'est la deuxième forme de la technique d'épée. Sa technique, tonnerre fantôme, frappe le crâne avec une puissance absurde. Furieuse, la chef démon lui crie dessus et prépare une contre-attaque avec son gantelet. Elle part alors son attaque avec son poing, qui brille d'une lueur dorée. Les deux pouvoirs entrent en collision dans une explosion d'énergie. La collision est si forte qu'elle engloutit toute la forteresse dans une lumière aveuglante. Mais une fois la poussière retombée, nous voyons que la tour a été gravement endommagée par l'impact. À l'intérieur de la salle en ruine, notre héros émerge de la fumée et des décombres. Il est de retour à sa forme normale, avec une expression calme et des vêtements en lambeaux. Ses yeux verts brillent d'une détermination sans faille. Émergeant de la fumée, la chef dit que son attaque l'a presque achevé. La démone révèle alors qu'en 2 ans, il a été le premier à la forcer à utiliser cette technique. Elle révèle son sceau inné, la bannière de bataille immortelle, qui absorbe et redirige toute attaque qu'elle reçoit. Notre héros est stupéfait et s'interroge sur la puissance de cette bannière de bataille immortelle. La chef crée alors des griffes d'énergie rose et se prépare pour le coup final contre son adversaire. La commandante charge alors avec ses nouvelles armes, lui disant d'emporter cette fierté avec lui dans l'au-delà. Le protagoniste est déconcerté par sa technique et se demande si cela a un rapport avec son ami, Faye. La démone arrête alors son attaque avec un air abasourdi, n'ayant aucune idée de ce qu'il vient de dire. De retour au présent, la commandante démon semble réfléchir aux récents événements qui se sont produits sur son territoire. Notre MC enlève alors le bandage enroulé autour de son cou. Un peu plus tôt, un groupe d'aventuriers discute du héros légendaire qu'ils sont censés rencontrer. C'est alors que la fille du groupe aperçoit au loin un sommet de montagne étrangement rond. Soudain, ce soi-disant sommet se met à trembler violemment et à se soulever du sol, prenant tout le monde par surprise. Il s'avère que ce n'était pas une montagne. C'était la tête d'un monstre géant aux yeux rouges brillants. Et c'est ainsi que le troll des montagnes massif et rond se met sur ses pieds, révélant son corps gigantesque au héros. Mais au lieu d'attaquer, le monstre saisit sa propre tête et se met à hurler de douleur. Ils sont tous confus alors que la tête de la créature commence à devenir pointue. L'un des guerriers reconnaît l'attaque comme étant la légendaire technique de l'épée de la chute céleste. Juste après, une puissante entaille d'énergie tranche nettement la tête de la créature. Un rayon de lumière descend du ciel, transperçant complètement le crâne de la créature géante. Puis, l'énorme créature commence à basculer. Ce géant massif, semblant tout droit sorti d'un anime, s'effondre, complètement sans vie. À cet instant, le mystérieux saint disparaît, maniant une puissante énergie dorée. Le personnage mystérieux crée une barrière d'énergie, protégeant le groupe de l'impact de la chute massive. Le corps du troll maintenant au sol, une énorme onde de choc balaie tout le champ de bataille. Quand la poussière retombe enfin, la tête géante du monstre gît immobile sur le sol. Au loin, le groupe d'aventuriers contemple la carcasse de la créature qui vient d'être pulvérisée. Mais tout à coup, les dents du troll se mettent à bouger, comme si quelque chose essayait de sortir de sa bouche. Effrayé par les mâchoires qui bougent toutes seules, le groupe se prépare rapidement pour un autre combat. La carcasse de la créature se met à jaillir encore plus de sang, salissant énormément la zone.
C'est alors qu'une main ensanglantée émerge lentement de la bouche du troll. Trempé de sang, notre protagoniste se hissore de la créature. D'un regard froid, il s'enquiert des 3 assistants que Merovec a mentionnés dans sa lettre. Le héros blond répond qu'ils sont tous des camarades contre l'empereur démon. Mais notre MC dit que tracer une ligne claire entre eux est mieux pour tout le monde. Notre garçon bondit devant eux, irradiant une aura puissante. Après avoir dépassé le blondinet, il dit que les sentiments trop profonds peuvent devenir un fardeau ou un danger caché. Puis notre protagoniste fait face au tank de l'équipe. Le chevalier géant est en total désaccord avec la façon de penser de Gland. Notre héros répond alors qu'il se fiche complètement de son opinion. Cela dit, il se retourne simplement et s'en va. Le blond demande alors au grand gaillard de lui pardonner, expliquant que le gamin a une personnalité difficile. Mais le chevalier dit que ce n'est pas grave, car il n'a pas non plus l'intention d'être ami avec ce type. Ailleurs, la démone aux cheveux violets voit quelqu'un et demande « C'est vraiment toi ?» Il s'avère qu'elle regarde notre héros, qui a l'air beaucoup plus propre maintenant. Notre protagoniste confirme d'un simple oui et d'un léger sourire. La fille démone devient super heureuse et le serre fort dans ses bras, criant qu'il est en vie aussi. Submergée par l'émotion, elle lui saute dans les bras et s'y accroche de toutes ses forces. Notre garçon lui demande alors pourquoi elle pleure, disant qu'elle n'était pas comme ça avant. Elle dit qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir revoir un camarade. Gland prend un air triste et s'excuse, disant que si seulement il avait mieux fait. À ce moment-là, 2 démons apparaissent à la porte et demandent ce qui se passe. Les 2 monstres voient leur général sur notre héros. Elle leur dit de sortir et qu'elle va se reposer pour reprendre des forces, alors ils obéissent. Les 2 partent, l'air assez suspicieux. Après leur départ, notre protagoniste utilise un sort de guérison sur elle. Elle lui demande s'il se sent coupable depuis tout ce temps pour ce qui s'est passé. La démone l'interrompt, disant qu'elle a toujours trouvé agaçant la façon dont il se blâme pour tout. Elle crie de douleur, et il lui dit de tenir bon, car elle lui a cassé plus d'eau qu'il ne lui en a cassé. Après cela, ils s'assoient tous les 2 pour manger des fruits et parler un peu plus. Il confirme qu'il a été réincarné en démon il y a 2 ans et qu'il a aussi retrouvé sa sœur. Notre protagoniste est choqué et demande si son ancien camarade, vous savez, a changé de camp. Il insiste, demandant comment son amie est devenue une femme de la race des démons. La démone le fixe avec une expression sérieuse, sans dire un seul mot. Avec un sourire en coin, elle révèle finalement qu'en fait, elle a toujours été une femme. Glenn reste complètement sans voix face à cette révélation et ne croit pas ses oreilles. Il est encore sous le choc de l'information, fixant son ancienne compagne dans une confusion totale. Elle lui demande alors si, pendant les 3 ans où ils se sont connus, il a vraiment pensé qu'elle était un homme. Un souvenir montre son ami avec le chevalier géant en armure. Notre protagoniste est stupéfait et se souvient s'être disputé une fois avec Merovec. Notre héros demande alors si tous les autres étaient déjà au courant. Elle confirme que, oui, chacun de leurs autres compagnons le savait. Indigné, il lui demande pourquoi elle ne lui a jamais dit la vérité, mais elle lui retourne la question, disant qu'elle a simplement supposé qu'il le savait déjà. Gland lui demande de confirmer que ce n'est pas une blague, et elle mentionne la façon dont il l'appelait Gigi. Il explique qu'il pensait que c'était une sorte de titre militaire. Merovec voit Sala dormir et demande qui elle est. Gland dit que c'est la petite fille d'Alexus. Elle se retourne alors et remarque de petites figurines en bois sur un tonneau. Elle commence à compter les figurines et se rend compte qu'il en manque une dans le groupe. Elle aperçoit aussi quelques objets par terre. Elle ramasse ensuite les objets par terre. Notre protagoniste répond qu'il lui rappellerait d'être meilleur à l'avenir. Avec un regard déterminé, notre garçon jure d'éradiquer le mal et de protéger tout le monde. Mais sa compagne se met à rire, trouvant sa promesse assez hilarante. Elle doute qu'il puisse accomplir tout cela tout seul, sans l'aide de personne. Mais elle ajoute ensuite que pour ce qui est d'éliminer les méchants, il peut compter sur son aide. Sur ce, les 2 scellent leur partenariat par une poignée de main ferme. Ce geste montre qu'ils sont de nouveau ensemble, prêts à affronter tout ce qui se présentera. Un instant plus tard, les figurines sur le tonneau sont au complet, symbolisant l'ancien groupe. Les 5 figurines en bois représentent l'ancien groupe de héros, enfin réunis. Assis sur une falaise, ils parlent des 2 dernières années et de ce qui s'est passé. Ils parlent du royaume et elle dit que le roi démon actuel se fiche de tout. La démone mentionne que parfois ses instincts de monstre tentent de prendre le dessus. Notre protagoniste est d'accord, disant que sa nature démoniaque l'a aussi un peu changé. Cela rend sa compagne curieuse, et elle lui demande en quoi il se sent différent. Glenn explique que sa personnalité est devenue plus calme, et qu'il a moins d'idées pour les stratégies de combat. Cette réponse laisse Merovec complètement perplexe, faisant une tête assez drôle. Sala arrive et demande à Gland qui est cette dame. Merovec est charmé par la mignonnerie de la fille, et lui pince les joues affectueusement. Notre héros présente la fille comme étant Sala, et la femme se plaint de ses vêtements simples. Elle les invite ensuite tous les 2 dans sa cave, qui est un endroit beaucoup plus sûr. Le groupe traverse alors un couloir de pierre en direction de la cachette secrète. Une fois sur place, Gland est impressionné par la quantité d'informations qu'elle a réussi à rassembler. Il regarde un tableau avec une liste des rois démons qui sont leurs cibles. Soudain, Sala se retourne et demande à ne pas être traité comme une poupée.
Il s'avère que la petite Sala porte une toute nouvelle tenue et demande si elle lui va bien. La démone se vante de ses compétences, et notre héros complimente le style des vêtements. La petite Sala n'arrête pas de se regarder dans le miroir, semblant vraiment aimer son nouveau look. Son ami dit alors qu'un accessoire pour cheveux rendrait le look parfait. Soudain, notre protagoniste a une idée en voyant un objet qu'elle a jeté de côté, et ramasse un grand coquillage bleu. Notre héros reconnaît l'objet comme l'appel des âmes et devient sérieux. Merovec dit qu'elle a gagné le coquillage, mais il révèle que c'est un artefact vieux de 300 ans. Cet artefact permet à une personne d'entrer dans l'âme d'une autre et de voir ses souvenirs. Notre protagoniste se souvient d'avoir ressenti quelque chose d'étrange juste avant d'être réincarné. Il lui demande d'utiliser l'objet pour entrer dans son âme et découvrir la vérité. La démone accepte sa demande sans hésiter et accepte de l'aider. Avec un regard déterminé, elle dit qu'elle est prête à commencer quand il le sera. Notre héros dit alors que pour que l'objet fonctionne, ils ont besoin de l'autre moitié. Son ami panique en se rappelant que l'autre partie du coquillage a disparu. Elle explique qu'un gang de bandits a volé l'autre moitié de l'artefact. Notre héros lui demande pourquoi elle n'a pas simplement récupéré l'objet, et elle répond qu'elle est nulle en pistage. Blanc se plaint que même après toutes ces années, elle ne cesse pas améliorée en technique de furtivité. Il dit que ses tentatives d'être discrète sont si mauvaises qu'un aveugle pourrait la repérer. La dame pleure et promet de s'entraîner à l'avenir, mais notre garçon lui crie de le faire maintenant. Ailleurs, nous voyons le camp des bandits, où ils ont l'artefact volé. Les voleurs sont rassemblés autour d'un feu de camp, parlant des diverses provisions qu'ils ont reçues. À l'intérieur d'une tente, le chef du gang parle avec une femme de ses projets futurs. Le grand patron révèle qu'il veut devenir assez fort pour combattre un dragon maléfique. Dehors, quelques membres transportent de lourdes caisses, qui sont des tribus d'un autre groupe. Il s'avère que nos héros utilisent les caisses pour s'infiltrer dans le camp sans être vus. De l'intérieur de leur cachette, Merovec complimente le plan, et notre protagoniste lui dit d'arrêter avec les métaphores. Il commente l'infiltration, disant qu'il y a trop de bandits pour une attaque directe. L'un d'eux craint que quelqu'un ne s'enfuit avec leur moitié du coquillage au milieu du chaos. Il décide qu'il vaut mieux observer d'abord et découvrir où tout est caché. Un grand bandit costaud s'assoit sur la caisse même où se trouve notre protagoniste. Le bandit costaud suggère d'attendre que leurs ennemis s'épuisent mutuellement avant de fondre sur eux et d'attaquer. Mais soudain, la caisse sur laquelle il était assis se brise complètement, envoyant le bandit au sol. Étalé par terre, l'homme se plaint de la caisse de mauvaise qualité, et son ami remarque qu'elle était vide. Alors pour éviter d'être découvert, notre héros se transforme rapidement en serpent. Caché à l'intérieur d'une caisse, notre héros et sa complice surveillent les mouvements de l'ennemi. Ils inspectent tout le camp des bandits, y compris la caisse défoncée dans laquelle ils se trouvaient. Pendant ce temps, le chef des voleurs discute avec une dame, disant qu'il part au marché noir pour échanger des objets. Mais l'elfe intervient, disant que le marché a été détruit par quelqu'un de super fort, juste au moment où notre gars se rapproche. Quand le chef des bandits sent une présence étrange et crie « Qui est là ?» Et juste comme ça, notre gars apparaît, annonçant que la cible est confirmée et que son ami peut aller s'amuser. Au signal, Mirov bondit hors de la caisse et assène un coup de poing puissant à l'un des sbires. Elle l'attrape par le cou, complètement furax qu'il ait piqué tous les bons en cas et les laissé affamés. Poussée par la rage, elle déchaîne alors un coup dévastateur sur le monstre sans la moindre pitié. Après avoir abattu quelques ennemis, elle reste là, immobile, tandis que d'autres sbires l'encerclent, prêts à se battre. Le chef du gang est absolument furieux, accusant notre héros d'avoir mené Morave jusqu'à eux. Le chef remet l'artefact à la femme. En panique, il court vers notre héros, utilisant la fille comme une excuse bidon et criant à l'aide. Mais avant qu'il ne puisse aller très loin, un coup rapide et précis l'élimine en pleine course. L'elfe se révèle alors, disant qu'elle en avait de toute façon assez de ce type, le traitant de véritable plaie. Avec un regard sérieux, notre héros fait face à l'elfe, qui le provoque en lui demandant s'il veut l'artefact. Elle continue les provocations, disant que s'il prend l'objet, elle fera de lui son nouveau jouet. Sans même hésiter, notre gars fonce avec une vitesse incroyable et lui arrache l'objet des mains. Les autres sbires sont complètement abasourdis, ne croyant pas leurs yeux que leur chef ait été abattu si facilement. Pendant ce temps, Mirov est occupé à combattre d'autres bandits, et notre gars commence à critiquer son style de combat. Il explique que son pouvoir peut essentiellement fusionner l'attaque et la défense en un seul mouvement. Il propose donc de partager quelques techniques et un serpent d'énergie se matérialise dans sa main. Le serpent mord alors l'épaule de son ami, et il lui dit de ne pas résister, mais de sentir le pouvoir. Il dit qu'en suivant sa circulation, elle découvrira une nouvelle façon de faire fonctionner son seau de talent. Notre héros dit qu'il va lui montrer une fois, et une aura verte et jaune enveloppe son corps. Elle lance alors une attaque puissante qui anéantit complètement tous les ennemis autour d'elle d'un seul coup. Avec son nouveau bouclier et sa nouvelle lance, elle remarque que la sensation d'apprendre quelque chose de nouveau n'est pas si mal. Notre héros attrape alors l'artefact et dit qu'il est temps pour eux de retourner à la cachette. De retour à la cachette, nous voyons la petite Sula dormir profondément à une table chargée de nourriture. Il mentionne que l'objet est délicat et ne peut être utilisé qu'une seule fois pour voir ce qui s'est passé dans le passé. Mirov lui lance un regard inquiet,
mais il la rassure en lui disant de ne pas s'en faire. Puis, l'artefact en main, notre héros lui dit de se préparer alors que l'objet commence à briller intensément. Un énorme serpent d'énergie sombre est libéré de l'artefact, se jetant sur elle. L'instant d'après, il apparaît seul au milieu d'une épaisse fumée à l'intérieur de sa propre âme. Notre gars l'avertit alors avec un sourire en coin de ne pas jeter un œil à des choses qu'elle n'est pas censée voir. À ce moment-là, son ami entre dans son espace spirituel et se demande ce qu'elle n'est pas censée voir là-dedans. Tout à coup, une statue géante et tordue émerge des ténèbres, lui faisant une peur bleue. Elle réalise alors que c'est une statue du dieu de la miséricorde et pense que son apparence est vraiment dérangée. Son ami est stupéfaite de voir la forme de son âme, et il explique que cet endroit est son âme. Une vision chaotique et cosmique du passé se déploie alors sous les yeux de Murph. La forme spirituelle de notre héros pointe alors vers la vision et dit à sa compagne d'avancer. Sur ce, elle marche vers une lumière rouge, prête à découvrir la vérité. Elle voit bientôt le souvenir d'un chevalier frappé par un puissant coup doré. La femme réalise alors que c'est l'un de ses souvenirs d'après sa mort. Entouré d'une énergie sombre et rouge, il se souvient avoir été acculé par l'ennemi. À l'intérieur de la mémoire du protagoniste, Murph observe tout se dérouler avec une expression sérieuse et préoccupée. L'être maléfique révèle alors qu'il utilisera un plan de secours, comptant sur l'autorité de quelqu'un d'autre pour survivre. Son plan cruel était d'utiliser une technique de possession pour réincarner son âme dans le corps d'un démon. Mais le symbole bleu se brise, et l'être maléfique se plaint que la forme n'était pas encore complète. Puis nous voyons un choc d'énergie, indiquant que quelqu'un a interrompu le rituel de l'empereur démon. Son ami se retrouve alors dans une mer de sang, observant le corps d'une femme nommée Sofka, une ancienne camarade. Un gros plan montre son corps, elle s'est sacrifiée pour arrêter le rituel. Une entité de feu dit que la possession a été arrêtée, mais les conséquences sont inconnues. Puis, un sourire malveillant apparaît dans les ténèbres, révélant que le plan lui a permis de rester en vie malgré tout. Avec une expression choquée, son ami réalise que l'empereur démon a également réussi à se réincarner. Sur ce, le souvenir prend fin et la scène se brise comme un miroir, la faisant tomber dans les ténèbres. Elle apparaît dans un endroit macabre et réalise qu'elle est toujours dans son âme et doit l'avertir, et vite. Murph se retrouve alors dans un endroit étrange, jonché d'eau et de cordes partout. À ce moment-là, une voix l'appelle, lui disant de venir par ici, et elle demande si c'est son ami. La silhouette d'un jeune homme apparaît au loin, confirmant que c'est bien lui qui lui parle. Cependant, la vraie voix de notre héros l'avertit de ne pas écouter cette saloperie, car ce n'est pas lui. Cela laisse Murph totalement confuse, sans la moindre idée de ce qui se passe dans cet endroit. Une créature géante et ténébreuse apparaît, révélant la vraie nature de son âme. Le monstre s'élance avec sa gueule géante pour la dévorer, mais elle ne bronche même pas. Elle se défend alors avec un coup de poing puissant qui brise l'attaque de la créature. À ce moment, la forme spirituelle de notre héros apparaît et lui crie de sortir de là, vite. Il utilise alors son pouvoir pour expulser l'âme de son ami hors de son corps. De retour dans le monde réel, sa compagne est épuisée et demande ce qu'était cette chose. Notre protagoniste dit qu'il expliquera plus tard et lui demande si elle a découvert quelque chose d'important. Elle révèle que la capacité de l'empereur était d'assimiler quiconque l'éliminait, et son pouvoir a été transmis à quelqu'un d'autre. En entendant cela, notre gars devient furieux et frappe la table de toutes ses forces. Une aura sombre recouvre alors son corps alors qu'il pense à son vieil ennemi. Murph dit qu'ils doivent trouver l'empereur réincarné avant qu'il ne redevienne un désastre total. Elle montre ensuite un diagramme expliquant la lignée compliquée et la structure de pouvoir des démons. Notre protagoniste dit alors qu'il y a une chose de plus qu'il doit savoir et la regarde droit dans les yeux. Le regard sérieux, il demande où se trouve leur ancienne compagne, une femme nommée Sofka. Murph est troublée et dit que la situation était urgente, et qu'elle n'a rien remarqué. Elle se tourne alors vers la petite Sol et l'appelle pour préparer le dîner, essayant de changer de sujet. Mais notre gars l'arrête, disant qu'il n'y a pas besoin de changer de sujet maintenant. Il insiste avec un regard ferme, lui demandant de juste lui dire la vérité. Avec une expression triste, sa compagne semble réticente à parler de ce qui s'est passé. Elle se lamente alors, disant qu'elle ne sait pas comment elle est censée lui raconter cette histoire maintenant. Un souvenir refait alors surface, montrant deux de leurs anciens compagnons revenant d'une partie de pêche. Les deux ont vu notre héros assis près d'un feu de camp avec Sofka. Murph, dans son armure, dit à ses amis de ne pas y aller tout de suite, et il demande pourquoi. Murph dit que l'autre gars est marié et ne sait tout simplement pas lire l'ambiance, et le blond plaisante sur son divorce. Près du feu, Sofka demande à notre héros pourquoi le numéro sur son œil gauche a disparu. Notre héros explique à Sofka que lorsqu'il prend la vie de quelqu'un contre sa volonté, un numéro apparaît sur son visage. Il continue, disant que la marque ne disparaît que lorsqu'il se sent à nouveau heureux, et elle le regarde attentivement. Un souvenir de Sokka montre le blond, disant qu'elle doit se sentir comme chez elle après avoir retrouvé Merevek. Sokka commente que Murph est direct mais attentionné, et qu'elles sont devenues amies rapidement. Elle fait aussi l'éloge de l'archère, disant que la fille est mignonne et apporte de la joie au groupe. Elle se tourne vers notre héros, avec un regard plein de sens et d'admiration. Il croise son regard, et Sofka dit qu'il est la raison de son bonheur à ce moment-là.
De retour dans le présent, Murav révèle finalement que Sofka a connu un sort différent du leur. Avec un regard froid, notre gars dit que ce n'est pas grave, car c'est juste une autre dette de sang. Puis il se tourne vers le diagramme de l'empereur démon, déterminé à régler les choses. Avec sa main démoniaque, il tend les doigts vers le dessin de son grand ennemi. Il froisse alors le papier de colère, jurant que cette dette sera payée avec beaucoup de sang. Pendant ce temps, dans un village à la frontière, nous voyons une scène de destruction et des démons qui se battent. Un démon centaure se vante de sa philosophie d'entraînement, disant que porter un lourd fardeau est le seul moyen de développer une vraie force. Au milieu du chaos, nous voyons un homme et une fille ligotés au sol, luttant pour survivre. La petite fille pleure désespérément dans les bras de son père, et il essaie de la calmer en lui disant de ne pas avoir peur. Mais le démon centaure sourit sadiquement en tirant encore plus fort sur la corde. Sur ce, le père et la fille sont traînés par la corde, hurlant de désespoir. Soudain, la petite fille dit que la souffrance humaine a été la première chose qu'elle ait jamais vue. L'homme la regarde avec des yeux écarquillés de terreur pure et de surprise. De manière inattendue, le démon centaure est violemment tiré en arrière par la corde même qu'il utilisait. La créature devient totalement furieuse, n'ayant aucune idée de ce qui se passe. Puis nous voyons que c'est la fille qui tient la corde, avec une force incroyable. Le centaure et son laquais la fixent, confus et sérieusement agacés par cette interruption soudaine. Elle se tourne alors vers l'homme et dit qu'elle s'en veut de s'être réveillée trop tard et de l'avoir laissé souffrir. Puis elle dit que pour s'excuser, elle lui offrira une fin rapide et l'élimine brutalement. Les yeux rouges brillants, elle se présente comme le dernier dictateur, l'empereur démon Semirulu. Nous voyons donc la petite Sokka entourée d'un tas de démons bizarres. La petite Sokka est perplexe et demande pourquoi ces créations sont devenues si cruelles. Elle dit que leur mission était de mettre fin à des vies corrompues, pas de se délecter de leur douleur. Elle a le cœur brisé qu'ils y prennent plaisir, et que tout cela n'était qu'une terrible erreur. D'un seul geste, elle réduit tous les ennemis en poussière. Lorsque la poussière retombe, la petite fille est toute seule au milieu du champ de bataille. Elle mentionne que Glan est quelqu'un qu'elle n'oubliera jamais. Elle révèle que lorsqu'elle l'a assimilé pendant la bataille, elle a pu voir au plus profond de son âme. À ce moment-là, l'entité déplore qu'il n'ait pas pu connaître son cœur aussi bien. Elle conclut que s'il l'avait seulement comprise, ils auraient pu être amis. Une chevalière se précipite, se reprochant d'être arrivée trop tard. Une épée à la main, la femme est sous le choc de la scène qui se déroule devant elle. La petite Sokka se tourne alors pour faire face à la guerrière. Moravish s'approche lentement, appelant la petite fille mon enfant, la voix brisée. En larmes, Moravish serre Sokka dans ses bras et s'excuse, disant « Maman a mis trop de temps à arriver ». Elle continue de pleurer et de s'excuser en tenant la petite Sokka. À cela, Sokka dit que la souffrance des gens semble n'avoir aucune fin. Les yeux de Mirvek s'écarquillent. Avec un sourire, la petite Sokka utilise l'épée de sa propre mère pour mettre fin à ses jours. Elle s'effondre alors que sa mère est complètement figée par l'incrédulité. Allongée sur le sol, la petite Sokka rend son dernier souffle. Incapable de croire ce qui vient de se passer, sa mère utilise une étrange capacité. Dans son esprit, des voix étranges commencent à résonner alors qu'elle se tient là, complètement paralysée. Ailleurs, Shu dit qu'il n'y a aucun indice sur l'endroit où l'empereur démon s'est réincarné. C'est alors que notre perso principal suggère que Félin pourrait peut-être leur donner une piste sur le sujet. Il explique que Félin peut distinguer le vrai du faux et n'est pas une fan de la race démoniaque. Shu convient donc que le roi démon de la mort silencieuse est leur seul espoir pour l'instant. Mais notre gars se demande s'ils peuvent vraiment faire confiance à un autre démon, et se souvient de son objectif. Le vrai plan est d'exterminer chaque démon jusqu'à ce que la race entière soit anéantie. Fanling interpelle notre perso principal, qui est perdu dans ses pensées. Notre perso principal dit que ce n'est rien, qu'il était juste dans la lune une seconde. Il mène ses compagnons à une clairière et dit que cet endroit est parfait pour ce qu'il a prévu. Glenn révèle alors qu'il va invoquer un chevalier vampire pour transmettre l'information aux humains. La fille démon est choquée, disant que les vampires ne sont que des légendes, mais qu'elle a entendu des récits sur leur pouvoir. Cela dit, notre héros utilise son propre sang pour commencer le rituel d'invocation. Un immense cercle magique rouge se forme sur le sol. 2 heures passent, et notre perso principal se dit qu'il prend probablement son temps puisqu'il n'a pas été invoqué depuis des années. Sa partenaire dit qu'elle est épuisée et décide de piquer un somme. Le cercle d'invocation continue de briller sur le sol, attendant l'arrivée de la créature. La petite fille effrayée demande si les vampires avec des ailes de chauve-souris sont réels, comme dans les histoires. Soudain, un vent fort se met à souffler à travers la forêt, effrayant la petite fille. Ses yeux s'écarquillent de pure terreur. Elle aperçoit une chauve-souris au loin et pousse un soupir de soulagement, pensant que c'était juste son imagination. Mais soudain, sorti de nulle part, quelque chose de gigantesque apparaît devant elle, couvert de sang. La petite fille pousse un cri de pure terreur face à la créature bizarre qui vient d'apparaître. Au sol, la fille terrifiée appelle désespérément son oncle. La créature bizarre est un chevalier vampire en armure noire, couvert de sang. Notre perso principal arrive alors et dit qu'il n'a pas invoqué ce type juste pour effrayer tout le monde. Avec une aura puissante, notre héros dit au croque-mitaine de commencer à prendre les choses au sérieux.
Le chevalier vampire surpris note que la personne qui pouvait utiliser ce cercle d'invocation pour l'appeler est décédée il y a longtemps. Saignant et brandissant son épée de sang, il exige de savoir comment Gland a appris le rituel. Gland a l'impression que ce chevalier vampire n'est pas du genre amical. La créature menace Gland, disant qu'il espère une confession volontaire, sinon, il devra l'obtenir par la force. Notre héros n'est pas du tout déconcerté et lui lance même une pique, disant que la question rhétorique de l'ennemi est bonne. Il ajoute qu'à part ça, rien d'autre chez lui n'est convenable, et que le monstre est une énorme déception. Il est complètement abasourdi par l'audace de Gland. Notre gars projette son aura sur le chevalier vampire, le laissant stupéfait. La créature semble reconnaître cette voix et commence à paniquer, se demandant si ça pourrait vraiment être lui. Son casque retiré, on découvre un jeune homme aux cheveux blancs, et il interpelle le professeur Gilogne. On nous montre un château qui ressemble à une sorte d'académie scolaire. Nous voyons les souvenirs du chevalier vampire, maltraité par d'autres, les suppliant de ne pas lui brûler la main. L'intimidateur est Mulder Lawrence, un jeune de 18 ans qui demande pourquoi il ne devrait pas lui faire de mal. En pleurant, le garçon répond que sa mère verrait la brûlure et s'inquiéterait pour lui. Mulder remarque alors que contrairement à sa famille, les mères normales se soucient vraiment de leurs enfants. Mulder ignore les larmes du garçon et demande ce que cela a à voir avec lui pendant qu'il brûle la main du pauvre gamin. Puis, avec un sourire malicieux, il dit que c'est maintenant au tour de l'autre main d'être un peu malmenée. Et juste au moment où il s'apprête à frapper l'autre main du jeune homme, un homme mystérieux apparaît et attrape le poignet de Mulder, mettant fin à cet acte cruel. Notre héros prévient que la prochaine fois, il appellera les parents de l'intimidateur pour régler la situation. Mulder s'énerve et traite Gland de professeur honoraire, qui n'a même pas un vrai travail. En réponse, Gland jette simplement l'intimidateur et ses amis par la fenêtre sans une seconde d'hésitation. Il reste là, l'air d'un dur à cuire total, tandis que le garçon aux cheveux blancs l'admire et guérit son bras blessé. Voyant notre protagoniste s'éloigner, le jeune vampire essaie de le rappeler, lui demandant d'attendre. Même si tout le monde autour d'eux le dévisage, notre héros continue de marcher, ignorant l'appel. La main du garçon se tend vers Gland, qui commence déjà à disparaître de sa vue. Incapable de le rattraper, il baisse simplement la main et le remercie tranquillement pour son aide. Un autre étudiant mentionne que l'amphithéâtre est bondé, avec au moins 1000 étudiants à l'intérieur. Son ami explique que le professeur est un maniaque de la chasse aux démons qui a rarement du temps libre. C'est pourquoi tous ceux qui rêvent de devenir un héros feraient n'importe quoi pour assister à l'un de ses cours. Tous les deux regardent par la fenêtre et notent que même plusieurs princes sont venus pour le cours spécial. Il énumère les nobles, mais l'un d'eux a été expulsé par le professeur Gland pour avoir forcé d'autres à céder leur place. Pendant ce temps, le jeune vampire se promène, déprimé, se demandant comment il pourrait bien remercier son sauveur. De nulle part, des lianes vertes jaillissent et piègent le garçon, l'effrayant. Mulder et ses sbires apparaissent, et le méchant dit que personne n'entendra ses cris à l'aide ici. Même suspendu la tête en bas et tout ligoté, le gamin n'est pas intimidé et rembarre l'intimidateur. Avec un sourire malicieux, Mulder dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le jeune homme soit si coriace. Il commence alors à écraser le corps du garçon tandis que ses amis planifient déjà où cacher les preuves. Le jeune vampire pense au danger que court Gland et décide qu'il doit les arrêter à tout prix. Il essaie d'utiliser son saut de talent pour s'échapper, mais se rend compte qu'il ne sait pas vraiment comment l'utiliser correctement. Sentant tout son corps souffrir et manquant d'air, il se demande si c'est la fin, mais notre héros arrive juste à temps. Notre protagoniste le rattrape et le libère des épines, commentant que le gamin est plutôt coriace. Soulagé, le jeune homme l'avertit que la famille Lawrence veut lui faire du mal et demande où sont les intimidateurs. Avec un regard calme, notre héros pointe simplement vers le haut et dit « Ils sont en train de descendre ». Et puis nous voyons les 3 intimidateurs tomber du ciel à grande vitesse, telle la Team Rocket s'envolant vers d'autres cieux. Tous les 3 s'écrasent au sol avec un impact massif, soulevant un nuage de poussière et de débris. Complètement choqué et couvert de rouge, le jeune vampire entend Gland dire que leurs parents vont avoir du mal à ramasser les morceaux. Notre héros l'invite au cours, disant que son saut de talent a du potentiel. Le jeune homme dit qu'il a peur, alors Gland lui conseille d'utiliser cette peur comme un cauchemar pour ses ennemis. Courant après son sauveur, le garçon dit qu'il ne sait pas comment le remercier, et notre protagoniste répond « On dirait bien que c'est ton problème ». Excité, le jeune vampire dit que sa mère fait une tarte et demande quel genre de fruits Gland aime. Il répond qu'il préfère les fraises des bois. Ailleurs, un homme demande à Velan s'il comprend la situation, et il confirme que la clé réside en 2 personnes que les démons ne peuvent pas posséder. La petite Sula demande curieusement à Morovich de qui il parle. Elle révèle qu'il s'agit de l'empereur Oyka et de Rinstorm Ua, les 2 grands remparts de l'humanité. On nous montre les silhouettes de Waya, le roi des Enya, et de Ua, le chef de l'Alliance du Nord. Velan se souvient que Ua a pris sa retraite et sera difficile à contacter, et l'autre homme le déplore, car Ua a été le seul à l'avoir jamais vaincu. Gland dit alors à Velan de se dépêcher, car chaque seconde perdue donne une autre chance à l'empereur démon. Velan accepte la mission alors que ses énormes ailes de sang se déploient de manière impressionnante, et d'une puissante poussée, il s'élève dans le ciel nocturne. L'enfant lui fait au revoir de la main,
l'appelant grand frère moustique. Glenn dit alors qu'ils peuvent maintenant traquer la réincarnation de l'empereur démon. Le lendemain, Glenn annonce qu'il va trouver du travail pour le groupe, disant que le voyage pour trouver le roi démon n'est pas une mince affaire. Et comme ils ne peuvent pas simplement anéantir l'empereur démon, il prévoit de l'écarteler et de le fourrer dans un bocal en céramique. Il insiste sur le fait de vouloir le garder en vie avec des sorts de guérison, le forçant à vivre comme un ver, une tâche charmante qui sera transmise de génération en génération. Ailleurs, le commandant de la cavalerie, Slaxing, discute avec son pote d'un type qui a défié le chef des broyeurs d'eau. Slaxing se vante que s'il en avait l'occasion, il prendrait totalement le trône du chef, mais son ami l'avertit que le challenger en question se dirige vers eux. Face à la situation, un groupe de démons dévisage notre protagoniste, qui s'approche lentement, sans la moindre peur. Le commandant le reconnaît et se dit que ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut chercher des noix ou qu'il faut sous-estimer. Immédiatement, le démon musclé est terrifié et envisage de supplier sa pitié alors que la main de Gland se tend. Les yeux du démon s'écarquillent de panique, mais le commandant est tout simplement ignoré. Gland se dirigeait simplement vers les chevaux. Puis un monstre annonce l'arrivée du seigneur Croc du désert alors que notre héros s'éloigne avec les animaux. Ce soi-disant Croc du désert est le commandant en second, et il informe tout le monde que leur chef sera absent pendant un certain temps. Il ordonne à tout le monde de préparer des provisions pour une cérémonie d'adieu surprise pour le chef qui part. Notre protagoniste observe de loin, pensant que ce lèche-bot pourrait exposer ses mouvements et devenir un vrai problème. Slaxing traite le commandant en second de lâche, mais son ami lui rappelle que Croc du désert a le soutien total de leur chef. Croc du désert se tourne vers Slaxing et le rétrograde au rang de messager, lui interdisant d'utiliser des armes, et Slaxing accepte l'ordre sans une seule plainte. Gland pense que Feya était intelligente, ce genre de parasite est utile aux humains, et le garder en vie vaut mieux que de s'en débarrasser. Notre héros commente que tout ce remue-ménage va à l'encontre de la politique d'économie du chef. Alors que Glenn porte un jugement, le démon lui crache au visage pour avoir eu l'audace d'essayer de lui apprendre à faire son travail. Croc du désert devient furieux et demande si notre jeune homme ne va pas s'agenouiller et s'incliner devant lui pour être épargné. Avec un regard irrité, notre protagoniste foudroie du regard le démon, qui lui dit de se mettre à genoux s'il veut être pardonné pour ses actions. Mais Croc du désert l'interrompt, disant que le sol est trop dur et qu'il pourrait finir par se blesser à la tête. Pour cette raison, il ordonne à un serviteur d'apporter un tas de fumier pour que le type puisse s'agenouiller plus confortablement. Avec un sourire maléfique, Croc du désert ordonne à notre héros de s'agenouiller dans le tas d'immondices sur le champ. En arrière-plan, Slaxing et d'autres démons observent la scène avec des sourires narquois, impatients de voir ce qui va se passer. Notre protagoniste trouve tout cela très pénible, et Croc du désert le menace, disant qu'il racontera tout au chef. Il continue, disant que le chef est terrifiant et pourrait en finir avec le type d'un seul rugissement de fureur. Le démon pense que s'il lui donne une leçon, il pourrait aller trop loin, et Croc du désert lui demande s'il a peur. Sur ce, le démon lui attrape le cou et le pousse violemment vers le fumier, lui hurlant de s'agenouiller. Cependant, notre protagoniste est plus rapide, et d'un mouvement vif, il fauche la jambe du type au visage de rat. Croc du désert s'écrase la tête la première dans le fumier, faisant éclater de rire les autres démons. Le type au visage de rat est furieux, incapable de croire qu'il vient d'atterrir la tête la première dans la merde. Mais alors, avant qu'il ne puisse riposter, Moravich arrive avec sa présence imposante, captant l'attention de tous, et lui demandant ce qu'il fait. Faisant de la lèche à Moravich, le type au visage de rat se plaint que Gland a désobéi à ses ordres et exige qu'il soit puni. Le furieux Croc du désert demande si Gland osera désobéir à nouveau à son ordre. Mais soudain, Moravich attaque le type au visage de rat, le poignardant à travers la jambe. À genoux, Croc du désert n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Moravich se tient derrière lui, son aura le laissant complètement terrifié alors qu'elle crie qu'on apporte plus de fumier. Moravich ordonne qu'à partir de maintenant, le type au visage de rat devra s'agenouiller chaque fois qu'il verra Gland. En arrière-plan, Slaxing et les autres démons regardent, choqués par la cruauté de Moravich. Le type au visage de rat a l'air complètement abasourdi, n'ayant aucune idée de la personne à qui il vient de s'en prendre. Le chef est terrifiant et pourrait en finir avec le type d'un seul rugissement, alors il se demande pourquoi elle le traite si bien. Mettez celui-là sur un cheval pour qu'il puisse partir. Tirez sur leur rêne. Ils partent à cheval pour voir l'un des 5 grands rois démons. Cette nuit-là, nous voyons la capitale de la cour royale éternelle, une cité flottante appelée la cité de la Nouvelle Route Blanche. Dans un château, quelqu'un observe la lune, satisfait de la première étape de la réforme de la race démoniaque. Cette silhouette dit que maintenant, même le plus bas des démons a des options, et il espère passer à l'étape suivante. Lors d'une réunion, un démon suggère que tout le monde devrait vénérer le défunt empereur, et le roi démon de l'agriculture soutient l'idée. Le cruel roi démon Udrad prend la parole, disant qu'il n'a aucune objection à la proposition. Puis, le roi démon de la désolation Manhattan dit à Chou qu'il n'a pas besoin de demander son avis, car il a déjà le soutien de son fils. La reine démone de la mort silencieuse Panling a l'air de s'ennuyer et demande pourquoi elle a même été invitée à la réunion. Assis sur son trône, le roi démon éternel Chou dit qu'il comprend sa position et ne la forcera à rien.
Il croit qu'un jour elle comprendra que son but n'est pas d'anéantir l'humanité, comme tout le monde le pense. Shu révèle avec un regard sérieux que son véritable objectif n'est rien de moins que le processus de réforme du monde. La reine démon de la mort silencieuse Pelling s'excuse et décide simplement de quitter la réunion des rois. Shu ne semble pas se soucier de son départ et dit aux autres de poursuivre leur importante conversation. Nous retournons au cheval de Gland, qui continue de galoper à travers les champs arides. Il traverse le no man's land de la cour royale, un endroit désolé plein de montagnes rocheuses. Sur les animaux se trouve notre protagoniste et sa compagne, se déplaçant rapidement à travers le territoire. Pendant ce temps, le chevalier vampire Velan vole sans s'arrêter pour avertir l'humanité de la réincarnation de l'empereur. Après des jours de vol sans repos, Velan atteint enfin sa destination, la capitale du royaume d'Eenya. Un homme le salue et lui dit de ne pas s'inquiéter des formalités, car le roi attend déjà son rapport. De là, Velan se dirige vers la salle du trône, pensant à la réputation du redoutable empereur Oya. À son arrivée, il est accueilli par l'empereur lui-même, qui lui demande s'il est le chevalier vampire, Velan. L'empereur Oya fait l'éloge du jeune homme et regrette de n'avoir pas été présent pour sa cérémonie d'adoubement. D'un geste amical, le monarque l'invite à s'asseoir et à manger avec lui, puisqu'il est arrivé à l'heure du repas. Un chancelier commente que malgré le style décontracté du roi, il traite bien ses subordonnés, et Oya ordonne que cela soit consigné. Ainsi, un scribe note l'éloge dans le livre du roi blanc, qui consigne les bonnes actions des rois d'Aenya. À cause de cela, Oya plaisante avec le chancelier, et Velan se rend compte que l'empereur est différent de ce qu'il avait imaginé. Velan commence son rapport à Oya sur l'empereur démon, tandis que le roi lui sert un repas. Le monarque répond nonchalamment et demande au chevalier de tout lui raconter pendant qu'ils mangent ensemble. Après avoir tout entendu, Oya conclut que lui et Rinstorm Yuo doivent éviter la confrontation pour ne pas être assimilés. Il explique ensuite que Yuo a utilisé la retraite comme excuse et est parti s'entraîner sur une île il y a presque 4 ans. Par conséquent, l'empereur garantit qu'il enverra un agent secret pour transmettre cette information au héros. À ce moment, un garde annonce le retour de l'âge du territoire des démons, et Velan propose de partir. Mais Oya l'arrête et décide de l'escorter personnellement à la chambre d'amis, car ce serait une corvée d'appeler quelqu'un. Alors qu'il marche, le chevalier pose des questions sur l'âge, et le roi dit que pour cette mission, un humain était plus approprié. Juste à ce moment, l'espion royal le Mersdorf, un démon massif, apparaît et dit que sa mission a été un succès. L'espion est choqué de voir Velan et se demande ce qu'un chevalier vampire ferait dans le château. Face à la situation, Oya se rend compte que les deux ne se sont pas encore rencontrés et décide de faire les présentations. Le roi présente son espion, Limmersdorf, ainsi que le chevalier vampire, Velan, qui est un vassal du 8e prince. Velan est visiblement méfiant en voyant qu'un membre de la race démoniaque sert le roi des humains. Limmersdorf l'informe que le roi doit s'occuper d'affaires militaires et l'a envoyé pour conduire Velan se reposer. Velan ne peut se retenir et le questionne, mais Limmersdorf dit que c'est juste un travail, et le chevalier le traite de traître à sa race. Limmersdorf répond qu'en cette ère chaotique, les faibles doivent trouver un protecteur et gagner de l'argent pour survivre. Il brandit alors 2 lingots d'or et demande si Velan sait lequel est démon et lequel est humain. L'espion affirme que la guerre entre les deux races n'est pas son problème et que chacun devrait veiller sur soi-même. Son seul plan est d'économiser assez d'argent pour quitter cet endroit et aller profiter de la vie sur un autre continent. Velan sourit, trouvant ironique qu'au milieu de tant de machines à tuer, un méchant aussi égoïste soit apparu. Le démon accepte l'insulte, disant qu'au moins il est honnête à propos de ses gains et n'est pas un hypocrite. Il mentionne alors le maître de Velan nommé Gilong, et le chevalier lui dit d'en venir au fait. Limmersdorf se demande si Gilong était vraiment noble ou si ses désirs se sont juste trouvés en accord avec l'idéal de paix. Avec un regard malveillant, il suggère que le grand héros cachait peut-être de sombres secrets dans son cœur. Au moment où il dit que Gilong se trompait lui-même, Valin invoque plusieurs épées rouges et le menace. Les yeux brillants de différentes couleurs, le chevalier l'avertit de bien réfléchir avant de parler à nouveau. L'espion se calme, disant que ce n'est qu'une hypothèse et qu'il ne voulait pas offenser le défunt maître du jeune homme. Il veut juste imaginer ce que Gilong ferait s'il devait choisir entre le bien commun et un désir égoïste. Nous retournons dans le no man's land où notre protagoniste et sa compagne se reposent dans une oasis. Blanc calcule qu'il faudra encore un demi-mois pour atteindre la cour royale, et la jeune femme est soulagée de n'avoir rencontré aucun bandit. Morovich avertit Sula de ne pas baisser sa garde, et notre protagoniste lui demande si elle a un saut de talent. Sula répond avec un sourire que la seule chose qu'elle sait, c'est que sa vitesse de forge est plus rapide que celle de son grand-père. Notre héros dit qu'elle utilise peut-être son pouvoir sans s'en rendre compte et décide de lui apprendre les bases pour contrôler son don. Sur ce, il commence la leçon en expliquant que le cœur d'une personne avec un saut de talent génère constamment du pouvoir. Il y a 4 applications de base, la mobilisation, l'amplification, la libération et le façonnage. Il lui donne des leçons assez intéressantes. Notre protagoniste donne un exemple, disant que mobiliser le pouvoir vers les yeux permet de voir plus loin et même d'avoir une vision thermique. Il se souvient aussi que Faya a utilisé l'amplification pour résister à son tonnerre et le façonnage pour créer une membrane protectrice.
Gland explique qu'il a utilisé le façonnage et la libération pour créer un serpent d'énergie et attaquer son adversaire. Il dit ensuite à Sula d'essayer la mobilisation en concentrant le pouvoir dans sa main, et la fille obéit avec un cri. Sula sent l'énergie affluer dans ses mains, et Gland la félicite, lui disant de prendre son marteau maintenant. Sula balance l'outil avec aisance et remarque qu'il est vraiment beaucoup plus léger qu'avant qu'elle n'utilise son pouvoir. Notre héros l'informe qu'il est possible d'imprégner des objets de son pouvoir, mais que l'effet s'estompe avec le temps. Il ajoute que les armes en acier angsti sont l'une des rares exceptions à cette règle d'usure. Vu la situation, il décide de concentrer son entraînement sur la défense, car la garder en vie est la priorité, et lui dit de renforcer sa main. Notre protagoniste prévient qu'il va attaquer, et dit à Sula de se préparer à bloquer le coup qui arrive. Pour lui faire peur, Gland dit qu'il guérira sa main si elle se casse, et la jeune femme est terrifiée par cette possibilité. Gland lance alors un coup de poing rapide, et Sula lève son poing renforcé pour essayer de se défendre. À l'impact, le poing de la jeune femme parvient à arrêter l'attaque, générant une grande onde de choc dans la zone. Après la collision, de la fumée s'élève de la main de Sula, et elle est surprise d'avoir pu résister à la force du coup. Soudain, des figures dorées apparaissent sur sa main, se révélant être la manifestation de son pouvoir. Sula regarde avec admiration, et Gland commente que le potentiel se manifeste toujours dans les moments les plus critiques de la vie. La petite Sula demande à notre héros quoi faire ensuite, montrant des figures lumineuses dans sa main. Notre protagoniste explique alors qu'elle doit se souvenir comment utiliser ce type de saut de talent. Sur ce, la petite fille blonde essaie de libérer et de façonner son pouvoir, et les petites figures dorées commencent à flotter. Moravich observe attentivement les minuscules créatures de lumière atterrir sur son grand gantelet en métal. La femme aux cheveux violets dit que maintenant Sula doit utiliser son imagination pour donner forme au pouvoir du saut. Excitée par l'idée, la petite fille utilise son pouvoir pour créer de minuscules archers sur un château miniature. Moravich dit alors que ce ne sont que les bases, et qu'à partir de maintenant, elle doit s'entraîner et apprendre sur le monde. Elle mentionne également qu'avec la capacité de forge de Sula, l'éveil d'un saut n'était qu'une question de temps. Notre héros explique qu'on peut éveiller un saut acquis en atteignant la perfection dans un certain domaine, mais que c'est rare. Soudain, les petites créatures dorées sont effrayées par quelque chose au loin, réagissant à un danger imminent. Gland remarque l'agitation et leur ordonne d'éteindre le feu, car quelque chose a effrayé les oiseaux sauvages des environs. On voit une volée d'oiseaux s'enfuir d'un canyon désertique en panique totale. Peu après, un groupe de personnes avec des oreilles de loup apparaît, et l'un d'eux appelle leur chef, capitaine de nuit. Le gars explique que la princesse est blessée, et qu'il manque de puissance de combat pour affronter des démons là-bas. Observant depuis une falaise, Morovich se demande quelle famille riche oserait amener des gens dans ce no-man's-land. Notre héros reconnaît la fille comme étant la 9e princesse des Aenya et dit qu'elle est la plus ambitieuse de toutes. Morovich le taquine sur le fait qu'il connaisse son ambition, mais Gland dit que c'est elle qui a révélé tous les détails sur la noblesse. Pendant ce temps, l'un des hommes loups donne un coup de pied à son compagnon, les accusant tous les deux de l'échec de leur mission. Le gars se plaint que sa famille a dépensé une fortune pour qu'il entre dans la garde royale et se rapproche de la princesse. Puis il se demande comment tout a pu si mal tourner et pourquoi ils ont atterri dans cet endroit affreux et désolé. À ce moment-là, un serpent noir s'approche d'un sac au sol alors qu'une voix demande ce qu'il cherche. Notre protagoniste et Morovich observent la scène, et elle semble un peu triste de la situation du groupe. Il lui demande alors si elle veut utiliser ce bras pour évoluer, et la femme aux cheveux violets confirme aussitôt. Sur ce, notre héros s'allonge au sol et est recouvert de plusieurs serpents, alors qu'il se prépare à utiliser son pouvoir. L'homme loup se sent coupable et traîne la princesse et l'autre éclaireur, se traitant d'inutile. Mais l'éclaireur lui crie dessus, disant que ce n'est pas sa faute car le bras contenait des informations vitales. Les deux continuent de se disputer avec colère, chacun blâmant l'autre pour la situation dans laquelle il se trouve maintenant. Soudain, une étrange main ténébreuse apparaît et s'empare du sac, laissant les deux hommes complètement choqués et sans voix. Notre garçon s'éloigne avec le sac, utilisant 2 bâtons comme béquilles, et la fille l'appelle capitaine. Avec un regard déterminé, il dit qu'un chevalier des Aenya n'abandonne jamais à mi-chemin et continue d'avancer. Le chef du groupe crie qu'il y a une source d'eau juste devant et dit à l'autre de se taire quand il doute de lui. À ce moment-là, la princesse aux cheveux verts commence soudainement à se sentir très mal et tousse sans arrêt. L'un des hommes loups panique en voyant son état et crie le nom de son Altesse dans une frénésie totale. La jeune fille est allongée sur une civière de fortune et semble gravement blessée de leur dernière bataille. Il ordonne alors à l'éclaireuse de la soigner, et la fille aux cheveux bleus essaie d'utiliser sa magie de guérison pour la sauver. Mais les larmes aux yeux, la fille explique qu'elle a épuisé tout son pouvoir dans le combat et n'a pas encore récupéré. Soudain, une voix mystérieuse attire leur attention, et le groupe se met en état d'alerte maximale alors que quelqu'un approche. À ce moment-là, notre protagoniste et Morovich apparaissent au milieu du désert, marchant lentement vers eux. L'homme loup crie à tout le monde d'être prudent, et tire une flèche pour se défendre contre la race démoniaque. Sur ce, notre garçon attrape la flèche en plein vol, et dit qu'il n'attaque pas les humains à moins que ce ne soit nécessaire. Puis il montre sa magie de guérison, et dit qu'ils veulent juste passer un marché avec leur groupe là,
dans le désert. Notre héros propose de guérir la princesse en échange d'informations sur le bras coupé de ce type, Jilong. Une énergie verte brillante enveloppe alors la main de notre protagoniste alors qu'il se prépare à utiliser son pouvoir. L'homme-loup a l'air pensif un instant mais semble avoir peu d'autre choix que d'accepter l'offre. Sans autre option, le chef du groupe accepte finalement le marché et dit à notre héros de guérir la jeune fille. Notre héros utilise sa magie de guérison et pense que le démon qui a blessé la princesse ne doit pas être sous-estimé. Pendant ce temps, la fille aux cheveux verts continue de tousser et semble être en assez mauvais état. Sur ce, l'homme-loup s'énerve et attrape notre protagoniste, lui demandant ce qu'il lui fait. Mais Gland reste calme et dit simplement au gars qu'il fait beaucoup de bruit inutile. Il empêche alors le chef de bouger et l'avertit de ne pas se précipiter, car elle vient à peine d'être guérie. Soudain, la princesse se redresse, complètement rétablie, et l'éclaireuse crie son nom, surprise par la scène. La fille aux cheveux bleus est impressionnée et dit que seul un roi démon aurait un tel pouvoir de guérison. Le chef du groupe réprimande alors son compagnon et lui dit de s'excuser auprès de notre héros. Complètement rétablie, la princesse les remercie pour leur aider et se rend compte qu'ils peuvent communiquer normalement. Sur ce, notre protagoniste dit que c'est maintenant son tour, et la jeune fille dit qu'elle paiera ce qui a été promis. Gland révèle alors qu'il veut le bras coupé, et la princesse prend une expression très sérieuse. Notre garçon dit que ce n'est pas possible et demande à son propre subordonné de dire toute la vérité. L'homme-loup s'excuse et explique qu'il ne peut rien dire car cela concerne les affaires de l'humanité. Il dit alors qu'en échange de la guérison, il peut donner à notre héros tout ce qu'il demandera d'autre. La princesse se rend compte que pendant le traitement, notre protagoniste a fait quelque chose de plus à son corps. Gland révèle alors qu'il a placé un poison en elle et exige de savoir pour le bras, où la jeune fille périra sur le champ. La princesse dit que la toxine ne l'a qu'un peu affaiblie, tandis que son compagnon pense que c'est juste du bluff. Elle dit qu'elle peut enlever le poison en 3 minutes, mais notre héros met la pression sur lui, demandant comment il expliquera sa mort. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.